Tout commence dans une salle d'accouchement VIP où une femme est sur le point d'accoucher, en feuilletant un magazine. Mais sa patience s'épuise, et elle hurle aux infirmières de sortir ce gosse de son ventre tout en lisant son magazine. Soudain, un cri de bébé résonne dans la pièce, et un membre du personnel se précipite pour féliciter le grand-père. Puis tout le monde commence à féliciter Mademoiselle Liu, qui remercie ses invités pour leur gentillesse. Il demande ensuite à une servante où est Shikuan, et elle répond que le jeune maître avait des affaires à régler sur Terre. Le grand-père du garçon est furieux de l'absence de son propre fils, le traitant de bon à rien. À ce moment-là, un cri étrange provient de l'intérieur de la salle d'accouchement, surprenant tout le monde à l'extérieur. Inquiète de la situation, la misère, Lou se lève et demande ce qui se passe là-dedans. Pendant ce temps, dans la pièce, la mère est sous le choc de la lumière vive qui brille juste devant elle. En entrant dans la pièce, le grand-père et ses hommes sont complètement figés sur place. La lumière venait du nouveau-né, qui était couvert d'éclairs jaunes, et semblait passer un bon moment avec tout ça. Le bébé pense que personne n'aurait jamais imaginé qu'un roturier se réincarnerait dans cette famille et éveillerait même un sens divin. Un écran système apparaît, l'informant que le sens divin de type éclair a été activé avec une puissance de niveau C. Le grand-père est stupéfait car son petit-fils vient de naître avec un pouvoir qu'il n'a jamais pu atteindre lui-même. Laissant tomber sa canne, le grand-père crie au sujet du sens divin inné et inégalé que possède son petit-fils. Le grand-père prend son petit-fils et célèbre, déclarant que le clan Liu a finalement produit un génie unique en son genre. Cependant, le bébé pense qu'il va profiter de cette chance pour tout prendre au clan et s'assurer que son père ne se réincarne plus jamais. Les servantes commentent que le jeune maître sourit déjà et n'a même pas pleuré, ce qui est un signe d'un noble destin. L'aîné promet d'utiliser toute la puissance du clan pour élever le garçon. Le nouveau-né, qui est aussi notre protagoniste, pense que les 6 derniers mois depuis qu'il a été éliminé par ce salaud ont ressemblé à un rêve. Un mois après sa réincarnation, sa mère buvait un tonique spécial qui lui avait été donné par une de ses servantes. Dès qu'elle boit le tonique, une puissante lumière dorée commence à briller sur tout son corps. Il a acquis une capacité de croissance accélérée et a atteint le niveau D, même en tant qu'embryon. Il réfléchit à la façon dont les roturiers ne peuvent jamais égaler la puissance des clans, et à la façon dont il a déjà atteint un niveau que beaucoup risquent leur vie pour atteindre. Mais notre MC se demande de quel type de capacité il s'agit, car il n'y a aucun enregistrement de croissance accélérée. 2 mois plus tard, il a fait face à une crise d'absorption de l'embryon original de la mère, mais a reçu une récompense. Utilisant sa croissance accélérée, il a dévoré l'embryon original et a acquis son sens divin inné de type éclair. Il est ravi d'avoir un sens divin de type éclair, qui est l'une des capacités élémentaires les plus rares. Le protagoniste prévoit d'utiliser les meilleures ressources de la famille pour se nourrir et devenir encore plus fort. 3 mois plus tard, son sens divin de type éclair avait déjà atteint le stade intermédiaire de la puissance. Nous voyons des talons hauts et des sous-vêtements de femmes éparpillés sur le sol de la chambre de sa mère. Sur le lit, quelques paires de pieds sont emmêlés, devenant assez confortables. Nous voyons la femme avec un type blond alors que son fils est toujours dans son ventre. L'amant lui demande si elle n'a pas peur, et la dame dit que son mariage n'est qu'un arrangement politique. Le fœtus entend l'homme remettre en question sa paternité, tandis que sa mère en demande juste plus. Le MC se plaint que toute cette agitation perturbe son taux d'absorption d'énergie. Alors, il finit par libérer beaucoup d'énergie en même temps, la faisant se plaindre que ça la brûle de l'intérieur. À 6 mois, sa puissance atteint le niveau des maximales, et il comprend la constitution de sa mère. Un visage beau et serein regarde. L'homme observe le ventre de la femme et se demande quand ce fichu morveux va naître. À l'intérieur de l'utérus, le MC ouvre les yeux et regarde son père avec un regard plein de haine. À travers sa vision, il reflète le visage de l'homme et le traite de bâtard sale. Dans un flashback, nous voyons le jeune homme dans sa vie passée être averti de terribles bêtes. Un de ses compagnons blessés dit à frère Liu de s'en aller aussi vite qu'il le peut. Son ami est vaincu et crie à l'aide pendant que le jeune homme regarde. Malheureusement, son ami a fini par être dévoré par un monstre hideux pendant que le jeune homme regarde tout se passer. Avec un sourire méchant, le traître ordonne à ses hommes de nourrir la bête pour former le noyau spirituel. L'homme sourit méchamment et moqueusement en regardant sa victime sur le point d'être vaincu. À ce moment-là, le jeune homme remarque un pic géant qui arrive vers lui, prêt à le frapper. Son ancien compagnon l'empale avec une énorme branche, le soulevant dans les airs sans aucune pitié. Le protagoniste a regardé la blessure dans sa poitrine, choqué par la trahison qu'il venait de subir. Le salaud commence à rire hystériquement du moment pathétique de son ennemi. Il se moque de lui, disant que c'est ce qui arrive quand quelqu'un comme lui surestime sa propre force. Alors qu'il est jeté, le jeune homme l'accuse de l'avoir piégé juste pour nourrir les bêtes. Alors qu'il s'en va, son seul souci est ce qui va arriver à ses jeunes sœurs. Il se souvient quand il a dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il serait bientôt de retour à la maison. Peu de temps après, son ancien moi saisit une arme et se prépare à partir en mission. La porte se ferme, et les 3 petites filles sont laissées seules, attendant le retour de leur frère. Regardant la lune à travers la fenêtre, les filles se demandent quand leur grand frère reviendra. De retour dans la prémisse, en tant que fœtus, il se remplit de rage et jure de se venger de celui qui l'a séparé de ses sœurs. Avec sa puissance, le fœtus se prépare à frapper son père,
qui est juste à l'extérieur. Puis le petit gars assène un coup de poing solide en plein visage du traître, le prenant complètement par surprise. L'impact du coup envoie l'homme voler, et la mère est choquée par le coup de pied qu'elle a ressenti. Le père du garçon tombe au sol dans une immense douleur, ne comprenant pas ce qui vient de lui arriver. La femme se plaint que le morveux fait déjà des siennes avant même d'être correctement né. Le grand-père ordonne alors à l'infirmière de vérifier ce qui se passe à l'intérieur de cette pièce. Le membre du personnel explique que le talent du jeune maître est extraordinaire, donc son développement est accéléré. Elle révèle ensuite, surprise, que le bébé est sur le point de naître et que la mère entre en travail. Le garçon déplore qu'avant de se réincarner, sa limite était le niveau des maximales, et maintenant il est proche d'une percée. Dans une immense douleur, la mère hurle pour qu'on appelle la meilleure équipe d'accouchement le plus rapidement possible. Quand il a eu 1 mois, la famille Liu a organisé un grand banquet de célébration. Plusieurs familles importantes du Zhao du Sud arrivent, apportant des cadeaux pour célébrer le nouveau-né. Pendant la fête, le grand-père regarde un spectacle de violon avec une servante à ses côtés. Pendant ce temps, le protagoniste d'1 mois se repose calmement dans les bras d'une des servantes. Un des invités félicite Maître Liu d'avoir un petit-fils, mais l'aîné semble perdu dans ses pensées. Un invité félicite le père du garçon pendant que le bébé fixe l'homme qui l'a fait tomber dans sa vie passée. Il devient furieux en voyant l'ennemi qu'il a séparé de ses sœurs et jure de se venger sur le champ. Dans ses souvenirs, il se souvient de ses jeunes sœurs excitées par un gâteau d'anniversaire géant. Dans sa vie passée, il était au téléphone avec frère Shen, qui se plaignait qu'il était en retard pour une mission. Le jeune homme s'excuse, et le traître pense qu'il ne l'a embauché qu'à cause de rumeurs selon lesquelles il avait besoin d'argent. L'homme lui conseille de réfléchir, et le jeune homme le remercie pour l'opportunité d'emploi. Ses sœurs attendent avec impatience de manger le petit morceau de gâteau sur la table. Le frère aîné dit au revoir à l'une d'elles, promettant qu'il avait un travail mais qu'il reviendrait bientôt. Puis il attrape son arme qui était gardée dans un sac, et se prépare à quitter la maison. La porte se ferme, et les 3 petites filles sont laissées seules, attendant anxieusement son retour. Depuis la fenêtre, les filles regardent la lune en attendant le retour de leur cher frère. Ailleurs, un homme s'approche d'un portail lumineux au milieu d'une forêt sombre. Fumant une cigarette, c'est le même qui félicitait le jeune maître G à la fête. Le jeune maître G qui semble être le chef de cette opération dangereuse. Avec ses subordonnés à ses côtés, le jeune maître G demande comment la mission progresse. L'homme l'informe qu'ils sont à l'intérieur depuis un moment et que les bêtes devraient être bien nourries maintenant. Le jeune maître G fait l'éloge du vieux chêne, disant qu'il a été bien élevé et qu'il est toujours très efficace. Puis il se tourne vers sa compagne et dit qu'ils sont venus juste pour elle avant de partir. Mais la femme ricane, disant qu'il n'est qu'un autre minable de la famille G essayant de gravir les échelons. Sur ce, le groupe de traîtres s'approche du portail pour quitter cet endroit désolé. Pendant ce temps, l'un des compagnons de notre héros l'avertit d'une puissante bête à proximité. Le jeune maître est surpris que quelqu'un soit encore en vie, car il a besoin de plus de nourriture pour le médicament. Le vieux chêne dit qu'il ne sait pas comment c'est possible puisqu'ils n'étaient que des soldats de niveau D. Soudain, un bruit très fort attire l'attention de tout le monde, et ils regardent tous dans la même direction. Le chef du groupe évalue la situation avec un regard sérieux. Peu après, il voit que l'une des bêtes a une blessure fraîche à la jambe. Le monstre regarde alors notre héros, qui se tient seul au milieu de cet endroit désolé. Malgré son épuisement et ses blessures, le jeune homme reste ferme, prêt pour la bataille finale. À ce moment, l'un des traîtres s'approche lentement. Le jeune maître J exige de savoir d'où vient cette chose et comment elle a osé blesser sa bête. En voyant le survivant, le jeune maître J est surpris et l'appelle Yi Shen. Le jeune homme se tourne et appelle frère Shen, ne comprenant pas ce qui se passe. L'ami de Y Shen demande s'il a amené des renforts pendant que les ennemis fuient. De retour dans le présent, le bébé jure de venger la profonde querelle de sang à ce moment précis. Il tend les bras et fait des bruits de bébé au traître qui l'observe attentivement. L'homme est sans voix et balbutie, essayant de comprendre ce que le bébé veut de lui. Le père du garçon dit que son fils veut être tenu et que c'est le plus grand honneur de sa vie. Sur ce, il prend le bébé et le remercie pour la récompense, tandis que le petit fait semblant de pleurer. Dès que l'homme le tient, le petit commence à libérer une énergie jaune. Puis il utilise son pouvoir de type foudre pour donner à son ennemi un choc vraiment méchant. Le traître hurle de douleur alors que la charge électrique parcourt tout son corps. Du choc, il finit par laisser tomber le bébé, qui tombe lourdement sur le sol du manoir. Les femmes à la fête sont surprises et regardent vers le bruit. Les musiciens arrêtent également de jouer, choqués par toute cette agitation. Le grand-père du garçon regarde tout avec une expression sérieuse. Sur ce, les parents du garçon sont choqués par ce qui vient de se passer. Le petit protagoniste sur le sol, le vieil homme réalise qu'il vient de faire une erreur. Le bébé se met à pleurer bruyamment pour sauver les apparences et tromper tout le monde. Le traître panique face à la situation et se met à transpirer froidement, terrifié de ce qui pourrait arriver. Furieux, le grand-père crie à l'homme pour avoir osé laisser tomber le trésor de la famille Liu sur le sol. Le lâche se jette par terre, disant que ce n'était pas lui et que le jeune maître a agi de son propre chef. Mais le père du bébé ne le croit pas et lui donne un violent coup de pied, traitant le type de chien. Le coup de pied est si fort que l'homme s'envole et atterrit lourdement sur le sol du manoir. Il commence à s'incliner et implore son maître de lui pardonner.
Il jure qu'il ne ferait jamais de mal au garçon et offre ses trésors pour le guérir de sa chute. Le père du petit semble apprécier toute la situation et esquisse un sourire moqueur. Puis le maître leur ordonne de traîner l'homme dehors et de lui infliger une bonne correction. Le traître le remercie pour la punition pendant que la servante reprend le bébé. Dans les bras de la femme, le petit protagoniste esquisse un sourire diabolique et satisfait du résultat. Avec un front contusionné, l'ennemi regarde, confus, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Le petit continue de crier et de pleurer bruyamment pour maintenir son parfait déguisement devant tout le monde. Le vieil homme traître est à nouveau choqué qu'il ait recommencé à pleurer. Le grand-père ordonne à la servante d'emmener le jeune maître à l'intérieur et de vérifier s'il a été blessé lors de la chute. L'aîné gronde son fils en disant qu'avec le statut de la famille, ils n'ont pas besoin d'un bon à rien comme ça. Avec un grognement dédaigneux, le chef de famille se tourne et quitte la fête furieux de tout ce gâchis. Le père du garçon est furieux des paroles du vieil homme et serre le verre dans sa main avec une grande force. Il brise la tasse en verre à main nue. L'hôte se tourne et donne un puissant coup de pied directement au visage du traître. Juste après, il lui donne un autre coup de pied et ordonne qu'il soit traîné dehors et donné aux chiens de la maison. Les gardes l'attrapent alors qu'il implore grâce, mais personne ne se soucie de sa souffrance. L'hôte dit aux invités de continuer la fête, et le bébé réfléchit à la façon d'absorber plus de pouvoir. Le médecin a examiné le petit et dit qu'il a un physique incroyable et qu'il va parfaitement bien. Le grand-père rit et célèbre que son petit-fils n'a subi aucun dommage et qu'il est en excellente santé. Mais le plus important pour le garçon maintenant est de retrouver ses 3 sœurs qu'il a laissées derrière lui. Il a besoin de grandir assez vite pour bouger et obtenir l'essence de cette femme. Le bébé commence à pleurer pour du lait et le médecin. Sur ce, l'aîné leur ordonne d'appeler sa belle-fille pour l'allaiter et prendre plus de médicaments spirituels. La mère du garçon se plaint qu'elle vient de le nourrir et qu'elle est déjà complètement épuisée. Le chef de famille dit qu'elle doit travailler dur pour l'avenir du clan et pour le bien de son fils. La femme enlève son manteau et se prépare à nourrir le bébé une fois de plus, contre son gré. Le petit ouvre la bouche et se met à pleurer en attendant d'être nourri par sa mère. La mère le prend et le regarde avec ses yeux rouges. Elle commence à l'allaiter et se plaint que le petit schnappant tête beaucoup trop fort. Voyant que sa belle-fille s'affaiblit, le grand-père leur ordonne de lui apporter la soupe tonique. Peu après, nous voyons le bébé prendre un bain avec sa mère dans une source chaude. La femme se plaint qu'il tète depuis longtemps et demande si elle lui doit quelque chose d'une vie passée. 3 mois plus tard, le bébé rampe déjà dans la maison et sa puissance a atteint le niveau C. Dans sa vie antérieure, il lui avait fallu 1 an pour passer du niveau des élémentaires au niveau intermédiaire. À l'époque, il avait participé à de nombreuses missions dangereuses dans des portails et subi d'innombrables blessures. Il est passé du niveau C élémentaire au niveau intermédiaire en seulement 3 mois en buvant du lait. Pendant un dîner de famille, le petit protagoniste rampe vers la table principale. Furieux, le grand-père se plaint que quelqu'un d'idiot ne surveillait pas le jeune maître et l'a laissé se promener. La servante s'excuse, disant que le garçon rampe si vite qu'elle n'arrive pas à le suivre. Le père du bébé plaisante en disant que son fils doit vouloir du lait à nouveau, et la mère a l'air épuisée. Elle se plaint que le garçon est sur sa poitrine depuis 3 mois et qu'elle a besoin d'une pause. Mais le petit pense qu'il ne peut pas perdre de temps et qu'il doit continuer à devenir de plus en plus fort. À la surprise générale, le bébé se lève tout seul pour la première fois. Le grand-père et le majordome sont complètement choqués de voir ce spectacle incroyable devant eux. Le garçon commence à marcher vers sa mère, qui le regarde, surprise. Le petit lui saute dessus, et la mère crie pour qu'il la laisse manger un repas en paix. La servante est stupéfaite et souligne que le jeune maître se tient debout et se promène seul dans la pièce. Le majordome commente que le garçon a une constitution céleste, et son développement est extraordinaire. Le grand-père est heureux de voir que son petit-fils peut déjà se tenir debout et le regarde avec fierté. Puis il dit que, selon les règles familiales, il est temps de choisir un serviteur personnel pour le garçon. Dans un endroit sombre, l'aîné s'enquiert des résultats, et un garde dit qu'il n'en reste plus que 2. Dans les bras de sa mère, le protagoniste est emmené dans une arène improvisée pour le test. Il regarde tout attentivement lorsqu'il reconnaît soudain l'un des candidats et est choqué. Dans une cellule, une petite fille aux cheveux blancs est en position défensive et a l'air effrayée. De l'autre côté, une fille blonde charge en avant, criant pour attaquer et vaincre son adversaire dans l'arène. Choqué, le bébé se demande ce qu'elle fait là, et son corps commence à briller intensément. Puis il utilise son pouvoir de type foudre pour électrocuter l'une des filles qui se battent. Avec la force du choc, la blonde s'envole et atterrit durement sur le sol, assommée instantanément. La fillette aux cheveux blancs en profite pour sauter sur le pain. Sans hésiter, la fille attrape le pain et commence à le dévorer goulûment au milieu de la cellule. Les cheveux de la mère se dressent sur sa tête. Le protagoniste panique, espérant que personne n'ait rien remarqué de suspect. Le grand-père rit et dit que son petit-fils a un esprit combatif bien plus grand que son propre père. Le garçon pense qu'être un enfant est utile car les adultes trouvent toujours des excuses pour lui. L'aîné décide que la petite fille sera la servante et ordonne qu'elle soit lavée et qu'on lui enseigne l'étiquette. La petite continue de manger avec férocité, sans se soucier de rien d'autre autour d'elle. Le bébé dans le berceau semble très heureux et appelle sa nouvelle servante avec un sourire sur son visage. Pendant ce temps, le majordome explique qu'elle est une servante de la mort et qu'elle doit protéger le jeune maître. La petite fille aux cheveux blancs se contente de hocher la tête,
acceptant son nouveau destin. Il dit aussi qu'elle doit suivre le maître et s'entraîner aux arts martiaux pendant qu'il dort. Sur ce, la petite servante se rend dans la chambre du bébé pour commencer son nouveau travail. En arrivant, le garçon l'appelle et se montre du doigt avec un sourire très excité. Mais la fille sort un couteau, et son expression se transforme en une expression pleine de haine et de vengeance. Le bébé panique et essaie de parler mais ne peut pas à cause de ses cordes vocales. Elle dit qu'elle va l'emmener pour venger le décès de son frère aîné sur le champ. La fille lève l'arme et se prépare à attaquer le petit dans son berceau. La servante se lance avec le couteau à grande vitesse, prête à frapper sa cible sans défense. Cependant, le garçon esquive le coup avec une agilité incroyable et saute hors du berceau. Il atterrit sur le sol, laissant derrière lui une silhouette d'énergie, à la grande surprise de la fille. Puis le bébé réapparaît à côté d'elle, la laissant complètement choquée et sans voix. Soudain, la fille commence à libérer une aura verte alors qu'elle se prépare à se battre. Le protagoniste est choqué de voir que la fille a un sens divin de type vent. Sur ce, elle l'attaque avec son pouvoir du vent, mais le bébé utilise sa foudre pour se défendre. Les deux énergies s'affrontent, illuminant toute la pièce de leur couleur vive et intense. Il pense qu'utiliser ces deux pouvoirs en même temps est trop pour son corps de bébé. Il a une idée brillante pour résoudre cette situation compliquée. Alors, le MC pointe et utilise son sens divin du tonnerre à un niveau de puissance très bas. Sur ce, une petite lance de foudre frappe la fille. Le choc la paralyse pendant un moment et elle tombe au sol, incapable de bouger correctement. Le petit semble soulagé du résultat, mais est clairement très fatigué par l'effort. Allongé sur le sol, la servante peut encore sentir l'électricité parcourir tout son corps. Il s'approche prudemment et touche la lame tranchante. Cela, le petit se coupe le doigt exprès, et une goutte de sang apparaît sur la pointe. Puis il utilise son propre sang pour écrire un message sur le sol pour elle. Il pense que c'est une bonne chose qu'il soit intelligent et qu'il ait réussi à trouver ce plan pour communiquer. En lisant le message, la fille comprend tout, et le bébé ouvre ses bras pour un câlin. Mais la fille l'attaque à nouveau, et le bébé se souvient qu'elle ne sait pas encore lire. Il esquive le coup et s'inquiète, car si quelqu'un la voit essayer de l'attaquer, elle est finie. Pendant ce temps, le traître traverse le manoir en tenant une boîte en bois dans ses mains. Dans un flashback, le père du garçon dit qu'il n'est en vie que parce qu'il lui est encore utile. Allongé sur le sol, l'homme remercie le jeune maître pour sa miséricorde et promet de travailler plus dur. Le maître dit que le grand-père est furieux et qu'il doit trouver un moyen de plaire au bébé. L'homme pense qu'il a tout vendu ce qu'il avait pour acheter un objet rare lors d'une vente aux enchères. Soudain, il entend la voix du petit maître et se demande ce qui se passe dans la pièce. Sur ce, il ouvre la porte et entre dans la pièce, appelant les cheveux de la famille Liu. En entrant, il est accueilli par la scène des deux, se poursuivant dans la pièce. Voyant une opportunité, le bébé regarde l'homme avec un regard sombre et un plan en tête. Le traître est complètement confus, ne comprenant rien de ce qui se passe. Puis le garçon saisit la main de la servante et tourne le couteau. Il utilise son pouvoir de foudre pour donner à la jeune fille aux cheveux blancs un petit choc sur son front. Elle tombe au sol, et le bébé attrape le couteau en plein air, complétant son plan parfait. Sans hésiter, le bébé se poignarde à l'épaule et le couteau se couvre de sang. Le traître est complètement choqué par la scène et hurle de terreur, n'en croyant pas ses yeux. Ensuite, le garçon lance le couteau ensanglanté vers l'homme qui l'observe. Le pauvre attrape l'arme en plein vol et se fiche de peur, ne sachant que faire. Dans son choc, il finit par laisser tomber la boîte qu'il tenait. Alors le petit protagoniste prend une grande inspiration, se préparant pour sa grande performance. Peu après, il se met à pleurer bruyamment sur le corps de la fille évanouie sur le tapis. L'homme tient le couteau ensanglanté, complètement désespéré par toute la situation. Au bruit, le grand-père et les autres accourent pour voir ce qui s'est passé. L'aîné et son fils regardent la scène avec des expressions graves. Le petit continue de pleurer et s'appuie sur la servante pour faire croire qu'il la protégeait. Furieux, le grand-père pointe le traître du doigt et l'accuse d'avoir tenté d'attaquer son petit-fils. L'homme jette le couteau au sol et tente de se défendre, disant qu'il n'était pas à blâmer. Mais le père ne le croit pas et le frappe pour avoir osé blesser son fils. Désespérément, il explique que c'est la fille qui a attaqué le bébé, et qu'il s'est défendu. Le bébé continue de pleurer pendant que le traître hurle de désespoir avec le nez en sang. Il jure à l'aîné qu'il dit la vérité, mais personne ne semble croire son histoire. Le père du garçon le frappe d'un autre coup de poing et lui demande furieusement où est le cadeau. Désespéré, l'homme cherche le cadeau qu'il a laissé tomber sur le sol pendant tout le chaos. Le grand-père félicite la petite fille d'avoir protégé son petit-fils et ordonne qu'on l'emmène se reposer. L'aîné pose sa main sur l'épaule du jeune maître, qui se tend. L'aîné le regarde d'un air furieux, ses yeux rouges brillant intensément de rage. Il dit qu'il a appris à son fils comment élever des chiens, mais qu'il a failli perdre l'espoir de la famille Liu. Sur ce, le groupe quitte la pièce, laissant le traître agenouillé sur le sol, complètement terrifié. L'homme commence à transpirer froidement et tremble de peur de ce qui pourrait lui arriver maintenant. Soudain, le père du bébé se tourne et le regarde d'un air plein de haine et de mépris. Il lui donne un violent coup de pied et dit qu'il lui a donné une chance, mais qu'il a osé essayer de le blesser quand même. L'homme tente d'expliquer, mais le maître ordonne qu'on le traîne dehors et qu'on le donne au chien. Voyant son plan réussir,
le petit protagoniste pousse finalement un soupir de soulagement face au résultat. Avec une blessure à l'épaule, le petit regarde la fille inconsciente sur le sol, inquiet. Juste à ce moment-là, le majordome s'approche et dit qu'il doit emmener la servante se faire soigner immédiatement. Mais il panique quand il se souvient qu'il a écrit un message sur le sol juste en dessous d'elle. Alors, le garçon s'allonge sur la fille et secoue la tête pour empêcher l'homme de l'emmener. Le membre du personnel ramasse alors le petit maître, le soulevant de la fille inconsciente. Sur ce, le majordome le replace dans le berceau tandis que le garçon a l'air très angoissé. Voyant que l'homme est sur le point de ramasser la servante, il se demande s'il ne devrait pas l'assommer avec une décharge électrique. Soudain, une idée le frappe et il regarde vers la servante avec un nouveau plan en tête. Le membre du personnel ramasse la petite fille, et une flaque de sang est laissée sur le sol de la chambre. Le protagoniste est choqué de voir que la servante est aussi réellement blessée. Voyant la tache de sang sur les vêtements de la fille, le majordome est également très surpris. Le petit est confus par la situation et ne comprend pas comment elle a pu être blessée. Il l'emmène dehors et ordonne que la chambre du jeune maître soit nettoyée. Seul dans le berceau, le garçon pousse un soupir de soulagement mais se demande ce qui se passe. Mais il met ça de côté car il a des choses plus importantes à faire à ce moment-là. Il saute hors du berceau, prêt pour son prochain plan. Dans une salle de massage, une huile spéciale est préparée pour sa mère. La femme reçoit alors un massage relaxant du dos de la part d'une des femmes de chambre. La mère du garçon semble très détendue, profitant de son rare moment de paix. Mais la tranquillité prend fin lorsque le petit réclame du lait, la surprenant soudainement. Il rampe vers elle, et la femme se plaint qu'il soit encore là avec son appétit vorace. Le garçon commence à téter, et la mère se plaint, demandant combien de temps il va continuer à sucer. Mais il doit accélérer sa croissance pour pouvoir parler et tout expliquer à sa servante. Une semaine plus tard, le temps passe à toute vitesse dans le somptueux manoir de la famille Lou. Et voilà, notre personnage principal ressemble maintenant à un enfant de 3 ans et a enfin appris à parler. La petite servante aux cheveux blancs lui lance toujours des regards noirs. Elle est toujours convaincue qu'il est le seul responsable de tout ce qui est arrivé à son frère aîné. Alors le gamin se tourne vers YIAY et lâche la bombe. C'est son frère. La fille est, genre, complètement abasourdie. Elle se fige et ses yeux prennent une teinte rouge foncé. Puis il lui demande si le gâteau que son frère lui a acheté était bon. Cette question la replonge dans ses souvenirs, et elle commence à devenir super émotive. Dans ses souvenirs, elle se souvient de son frère l'appelant, elle et ses autres sœurs, pour venir manger du gâteau. Les 3 petites filles sont folles de joie en voyant un gâteau d'anniversaire juste devant elles. Elle se souvient de son grand frère coupant une part de gâteau pour ses petites sœurs. La fille se souvient de lui au téléphone, recevant l'ordre de rejoindre son équipe pour une mission. Une des sœurs essaie d'en attraper un morceau, mais une autre l'arrête, lui disant d'attendre leur frère. Après cela, les 3 petites sont à la fenêtre, regardant la lune et attendant qu'il revienne. À ce moment-là, le visage de son ancien moi apparaît reflété dans la pleine lune, comme un souvenir. Dans le reflet de la lune, son ancien visage se mélange à son visage actuel de bébé. Il regarde la petite fille avec un doux sourire, les yeux remplis de larmes. Réalisant que c'est lui, elle ne peut plus se retenir et se met à pleurer. Elle s'effondre sur le sol et se met à pleurer à chaudes larmes, gémissant de façon incontrôlable. Il lui couvre la bouche et la fait taire pour que personne ne découvre leur secret. Avec sa petite main, il essaie d'étouffer les sanglots de la fille pour qu'il ne se fasse pas prendre. Juste après, elle jette ses bras autour de lui, le serrant de toutes ses forces, ressentant un mélange de soulagement et de bonheur. Toujours en pleurs, la petite fille demande si celui qui est devant elle est vraiment son frère bien-aimé. Mais l'étreinte est si forte qu'il se plaint de ne pas pouvoir respirer dans son petit corps d'enfant. Elle le lâche, et notre gars est un peu étourdi, essayant de reprendre son souffle. Une fois qu'il a récupéré, il devient sérieux et regarde sa sœur, ayant besoin de réponses. Elle le regarde intensément, les larmes coulant toujours sur son visage. Alors il la prend et lui demande comment elle a atterri ici, et où sont leurs autres sœurs. Avec autant de questions, la fille est dépassée et demande à son frère de ralentir. Finalement, il se calme et se prépare à parler de tout ce qui s'est passé. La fille commence à expliquer que ce jour-là, il est parti en mission et n'est jamais revenu. Dans un flashback, les 3 sœurs affamées attendent, fixant le gâteau qu'il a acheté. L'une des filles se demandait pourquoi leur frère mettait si longtemps à revenir. La plus jeune demande même s'il les a abandonnés, car il n'a jamais été absent aussi longtemps. Alors Yi a décidé de le chercher et a découvert sa disparition au quartier général de la mission. Là, elle a vu la femme d'un autre chasseur crier sur le traître à propos de la disparition de son mari. Le type, à bout de patience, l'a traité de folle et l'a repoussée avec force. Un autre chasseur arrive et accuse l'homme d'être entré dans le portail avec le jeune maître Liu et les autres. À ce moment-là, la petite servante a compris que cet homme était derrière tout. Le traître regarde juste avec un air ennuyé, fumant nonchalamment sa cigarette. Il libère sa puissance de feu, se préparant à attaquer son accusateur. Une boule de feu vole vers l'homme, qui est juste figé de peur par l'attaque. Il est touché de plein fouet, et son corps est complètement englouti par les flammes intenses. L'homme tombe au sol, vaincu, tandis que les autres regardent simplement la scène, sans rien faire.
Il les avertit que répandre des rumeurs sur le jeune maître est une décision stupide, car la mission était à haut risque. Notre gars dit que le traître a eu ce qu'il méritait pour les avoir doublés, puis demande des nouvelles des autres filles. En entendant la question sur les autres, l'expression de la petite change, et elle a l'air vraiment inquiète. Elle se remet à pleurer, laissant son frère complètement confus. Surpris par la réaction soudaine de sa sœur, il demande avec inquiétude ce qui leur est arrivé. À travers ses larmes, la fille explique qu'elle voulait juste venger son frère, mais alors une marée de démons est apparue de nulle part. Flashback sur un portail qui s'ouvre, et tout le monde se bat pour sa vie alors que l'invasion commence. Le souvenir de cette marée démoniaque la terrifie absolument. Elle traverse les rues dévastées, criant frénétiquement les noms de ses deux autres sœurs. Pendant ce temps, un couple de chasseurs se promène, remarquant nonchalamment que, oui, cette vague de monstres était plutôt méchante. Elle se retrouve seule, regardant la ville brûler, complètement anéantie. Les larmes coulant sur son visage, elle court sans but à travers tout le chaos et la destruction. La pauvre fille continue sa recherche seule, se frayant un chemin à travers les décombres de la ville dévastée par l'invasion. Les mains égratignées, elle s'effondre sur le sol, criant les noms de sa sœur dans un désespoir absolu. C'est alors qu'elle se souvient de son frère, et craque, sanglotant et se demandant où il pourrait bien être. De retour dans le présent, notre perso principal voit un protagoniste réconforter sa sœur, lui disant de ne pas pleurer, car ils ont eu une seconde chance. Ses yeux brillent en rouge alors qu'il jure qu'un certain type nommé Shen sera le tout premier à payer pour cela. Dans une prison sombre et crasseuse, nous passons à un couloir qui est juste éclaboussé de taches. Le traître est enfermé, criant à tue-tête qu'il est innocent, et qu'il était juste là pour livrer un cadeau. La prochaine chose que vous savez, il est projeté contre les barreaux de la cellule, un regard de terreur pure sur son visage. Parce que surprise, un démon se matérialise juste derrière le prisonnier terrifié. Le traître tombe à genoux, implorant pour sa vie alors que la créature se rapproche, sa langue pendante. Tout ce que nous entendons, c'est un cri horrifié et soudain, le couloir de la prison a quelques taches rouges de plus. Le traître hors de l'image, notre MC déclare qu'il est temps de renverser toute la famille Liu. Les larmes encore dans les yeux, sa sœur est d'accord, promettant qu'elle fera tout ce qu'il dit. C'est alors qu'elle se souvient qu'elle a une mission très importante à accomplir avec RMMC. Alors, elle le hisse juste dans les airs, annonçant que c'est l'heure du bain, mais il proteste, criant qu'il est son frère. Mais la fille explique que maintenant, elle est son accompagnatrice personnelle, et c'est sa mission quotidienne. Et juste comme ça, elle commence à l'emmener à la salle de bain, pendant qu'il crie à l'assassinat qu'il ne veut absolument pas, positivement, prendre un bain. Coupé à la salle de bain, où notre MC est maintenant assis dans une cuvette alors qu'elle prépare tout pour son bain. Elle s'approche de lui et dit qu'il est temps d'enlever ses vêtements, mais notre MC insiste sur le fait qu'il peut s'en occuper lui-même. Mais elle n'écoute pas, et avec un sourire, elle mange juste ses vêtements directement dans les airs. Elle regarde vers le bas et piaffe sur la façon dont son petit gars est mignon. RMC est absolument mortifié, mourant fondamentalement à l'intérieur de la pure maladresse de tout cela. Super embarrassé, il lui crie de ne pas regarder, lui rappelant encore une fois que ce n'est pas du tout correct. Elle déclare alors que puisqu'elle est plus grande maintenant, c'est son tour de donner un bain à GIA. Choqué, le MC demande ce qu'elle est en train de faire alors qu'elle commence à enlever ses propres vêtements. Le garçon se couvre les yeux, complètement embarrassé par ses actions. Puis elle entre dans la baignoire, enveloppée dans une serviette, laissant le garçon totalement stupéfait. Pendant qu'elle le lave, elle se lâche sur la façon dont les gens souffrent là-bas, alors que les riches gaspillent tout. Notre MC se met en colère et dit que la justice est quelque chose que vous devez prendre avec vos propres mains. Avec cela, son visage se fige dans un regard de détermination féroce à changer la réalité. Un instant plus tard, la fille propose de le frotter, mieux, l'envoyant dans une panique totale. Il commence à se disputer parce qu'il refuse, mais elle insiste sur le fait qu'elle a été chargée de le faire. Après le bain, le garçon est allongé sur le sol pendant que sa sœur range ses vêtements. Il pense à quel point c'est humiliant d'être le frère aîné et d'être traité comme un petit enfant. La fille lui demande ce qui ne va pas, mais il détourne simplement le visage, boudé ne répond pas. Elle est triste de son attitude et se plaint qu'il n'a jamais été aussi méchant avec elle auparavant. Pour éviter plus de conversation, il laisse juste échapper un soupir. Mais ensuite, il se lève, dit qu'il n'est plus fâché et qu'il a quelque chose d'important à demander. La fille sourit doucement et lui dit d'aller et de demander ce qu'il veut, pas de problème. Alors, il demande si elle a éveillé des capacités d'éléments de vent, et sa sœur le confirme. Notre MC est époustouflé parce que le cas enregistré le plus ancien d'un éveil était à l'âge de 12 ans. Il se demande comment elle a réussi à réaliser un tel exploit, étant si jeune et sans aucune formation. Elle secoue juste la tête et dit qu'elle n'est pas vraiment sûre de la façon dont c'est arrivé non plus. Elle explique qu'un panneau est juste apparu, lui montrant ses statistiques et la guidant pour éveiller son pouvoir. Notre MC est complètement époustouflé d'entendre le mot panneau venant d'elle. À cet instant, il se souvient de son propre système, celui qui affiche ses capacités de tonnerre. Il jette un coup d'œil à l'interface et se demande si sa boîte de dialogue est du même genre. Ensuite, il se demande comment sa sœur a également obtenu un panneau et s'est éveillée si incroyablement jeune.
Elle remarque qu'il s'est absenté et demande si quelque chose ne va pas, mais il l'écarte simplement. Il lui dit que maintenant qu'elle a éveillé sa capacité, elle doit s'entraîner dur pour devenir forte. Avec un regard déterminé, la petite fille répond qu'elle va s'entraîner super dur à partir de maintenant. Il lui tapote la tête et dit que de toutes les sœurs, elle a toujours été la plus responsable. Soudain, ils entendent tous les deux frapper à la porte de leur chambre et se figent. Une servante annonce que le dîner est prêt et que le maître a ordonné à leur mère de lui préparer du lait. Elle tend un biberon plein à la sœur du MC, qui le regarde fixement, surprise. Elle prend le biberon, et notre MC s'approche d'elle avec un nouveau plan déjà en train de se former dans son esprit. Il dit qu'ils doivent utiliser toutes les ressources de la famille Liu pour devenir plus forts et rapidement. La fille demande comment ils sont censés faire ça, puisqu'elle s'entraîne déjà aussi dur qu'elle le peut pour monter de niveau. Avec un sourire espiègle, il lui dit d'ouvrir la bouche et de découvrir le secret du pouvoir. Bien qu'elle hésite un peu, la fille ouvre la bouche, curieuse de savoir ce que son frère mijote. Il met alors le biberon dans sa bouche et lui dit de boire et de voir ce qui se passe. Suivant son ordre, elle commence à boire le lait pendant que notre MC la regarde attentivement. Tout d'un coup, une aura violette commence à tourbillonner autour d'elle, et elle est choquée par la sensation. Confuse, elle demande à son frère pourquoi autant de pouvoir coule dans son corps si facilement. Notre MC explique que la constitution unique de leur mère transforme les cristaux en quelque chose comme de l'énergie pure. Il dit que c'est une substance que même les escouades d'élite auraient du mal à se procurer lors de missions. Mais leur mère peut produire cette essence continuellement, ce qui fait d'elle une source inépuisable de pouvoir. Sa sœur est choquée, commentant que c'est quelque chose d'inédit à l'académie. RMC soupçonne que les familles nobles cachent des secrets et manipulent les masses pour qu'elles se battent à leur place. Avec un regard déterminé, il conclut qu'ils doivent découvrir chacun de ces secrets cachés. Sa sœur lui tend alors le biberon, lui disant d'en boire aussi pour qu'il devienne plus fort. Mais il refuse, lui disant de tout finir et d'atteindre sa limite de puissance en premier. Puis il commence à s'éloigner, les yeux fixés sur son prochain objectif. Il dit à voix haute qu'il va aller manger aussi pendant que sa sœur continue à boire du biberon. En arrivant dans la chambre de sa mère, les servantes se demandent pourquoi il est de retour là. La prochaine chose que nous voyons, c'est le garçon qui se nourrit directement de sa mère dans la piscine de la maison. La femme se plaint qu'elle a déjà fourni tellement de lait que le petit morveux ne fait que manger sans s'arrêter. Une des servantes ordonne rapidement aux autres de préparer plus de repas médicinaux pour la dame. Notre MC pense que la vengeance commence maintenant, et que lui et sa sœur sont sur le point de bouleverser l'ordre même des cieux. Alors que la foudre s'abat sur le manoir, il jure qu'il va complètement bouleverser la famille Liu. Notre héros rampe sur le sol de sa chambre, un regard déterminé sur son visage alors qu'il cherche quelque chose. Pendant ce temps, nous avons un flashback du traître qui panique, criant que le cadeau était dans sa main alors qu'il le cherche frénétiquement. Puis notre MC jette un coup d'œil sous un meuble et aperçoit la petite boîte que le traître a laissé tomber. Avec un sourire satisfait, il saisit le cadeau, pensant que ce doit être quelque chose d'incroyablement précieux pour la famille. Il ouvre alors la boîte et une lumière bleue intense illumine son minuscule visage. À l'intérieur, il trouve un grand cristal bleu et se demande si c'est un cristal de bête magique. Un panneau système apparaît immédiatement, l'informant qu'il s'agit d'un rare cristal de compétences d'éléments de tonnerre. RMC est confus car il n'avait aucune idée que les compétences pouvaient être absorbées au lieu d'être cultivées. Le système explique qu'après avoir chassé des bêtes évoluées, il y a une chance d'obtenir ces objets rares. Notre petit gars est surpris qu'une chose pareille existe, mais se méfie, demandant comment la voix connaît ses pensées. À ce moment-là, il est totalement choqué, un regard de pure panique sur son visage alors qu'il réalise ce qui s'est passé. La voix dit qu'elle est dans sa conscience, et il ricane, disant qu'il connaît tous ces tropes grâce à des romans. Il se souvient que dans sa vie passée, il était un étudiant accro aux jeux et aux romans en ligne qui avaient des systèmes. Dans ces histoires, les personnages principaux obtiennent des récompenses et renversent la situation, se vengeant de leurs ennemis. Furieux, il crie que le système est inutile, mais la voix rétorque que sans lui, il n'aurait même pas été réincarné. Le MC s'arrête, réfléchit un instant, et doit admettre que la voix mystérieuse a raison. Les bras croisés, il s'interroge ensuite sur son lien avec le système de sa petite sœur. La voix nie tout lien et l'exhorte à devenir plus fort et rapidement. Il accepte et se concentre en sachant qu'il doit saisir toutes les occasions qu'il peut obtenir. Il s'assoit ensuite sur le sol et, avec une concentration intense, commence à absorber l'énergie du cristal. Avec cela, une énergie divine et puissante commence à couler à travers son petit corps. Un instant plus tard, il tend la main et invoque avec succès sa nouvelle lance de foudre de compétences. Il est complètement abasourdi, venant d'acquérir une compétence qui aurait dû prendre 10 ans à maîtriser. Il sent la puissance condensée dans la lance et se demande à quel point elle est réellement forte. Sans hésiter, il lance l'arme de toutes ses forces pour tester son nouveau pouvoir. Le protagoniste regarde son attaque électrique puissante voler dans les airs. Le bruit de l'explosion attire l'attention du grand-père, qui arrive en courant avec le majordome pour voir ce qui s'est passé. Mais ce qu'il trouve, c'est le père du garçon, dans son caleçon Bob l'éponge, se plaignant à la mère du MC du bruit. Le grand-père et la petite sœur du MC sont complètement abasourdis par la scène.
Le garçon regarde le trou géant qu'il vient de faire dans le mur du manoir avec sa nouvelle compétence. Furieux, le grand-père exige de savoir qui a fait ça, et le majordome explique qu'il a entendu un éclair provenant de la pièce. Mais en voyant son petit-fils, l'humeur du vieil homme change, et il le soulève, célébrant sa nouvelle compétence divine. Il fait ensuite l'éloge de la mère du garçon, la remerciant d'être aussi productive pour la famille. Cependant, le père du garçon semble irrité par toute la situation et se plaint du bruit qu'il a fait. Sur ce, le grand-père le gronde, disant qu'il devrait être fier du talent exceptionnel de son fils. Le grand-père décide alors qu'il emmènera son petit-fils au festival de chasse annuel de la famille. Un instant plus tard, le chef de famille demande au majordome si tout est arrangé pour l'événement. Le vieil homme rit, disant que ses descendants doivent apprendre leur véritable valeur dès leur plus jeune âge. Blotti dans les bras de sa mère, notre protagoniste est ennuyé, n'ayant aucune idée de ce qu'il prépare. Et ainsi, le groupe descend un long couloir en direction du lieu du festival de chasse. Une fois sur place, le grand-père utilise son énergie pour ouvrir une porte circulaire massive devant eux. La porte s'ouvre, révélant à tous un grand vortex tourbillonnant d'énergie violette brillante. Debout devant le portail dimensionnel, le chef de famille se prépare à mener le groupe à l'intérieur. Le MC est stupéfait de réaliser que la famille Liu peut ouvrir des portails dimensionnels par elle-même. Il se fâche en pensant au nombre de secrets que les puissants cachent aux faibles qui luttent simplement pour survivre. Le groupe franchit ensuite le portail et arrive dans une forêt dense et calme de l'autre côté. Alors que le grand-père le félicite, la mère du MC se plaint qu'il ne cesse de manger toute la journée. Soudain, le père du MC pointe le ciel et crie un avertissement qu'une chose approche. Tout le monde lève les yeux pour voir une traînée de fumée se rapprocher d'eux rapidement. Un truc mystérieux traverse les arbres à une vitesse incroyable. Soudain, un serpent géant à plusieurs têtes apparaît et attaque brutalement un groupe de chasseurs. Un chasseur essaie de frapper la créature, mais son arme se brise, tandis qu'un autre utilise un champ de force pour se défendre. Quand il voit un python de rancé et un roi python de rambé dans un portail de rancé, le protagoniste et sa sœur sont choqués, et la fille reconnaît l'un des chasseurs. À ce moment-là, l'un des serpents se jette sur l'une des chasseuses. À la surprise générale, la rousse parvient à maintenir la gueule de la créature ouverte à main nue. Mais elle lutte de toutes ses forces pour ne pas se faire mordre par les crocs acérés du monstre géant. Malgré cela, la force du serpent est trop grande, et il la renverse d'un seul coup. Le chef des chasseurs crie alors à tout le monde de se battre tout en se retirant de la zone dangereuse. Le chef du groupe tente de repousser le monstre avec un bouclier, mais un autre chasseur essaie de l'attaquer par derrière. La rousse court et crie désespérément pour qu'il fasse attention. Mais le coup de poing du chasseur traverse le bouclier, frappant le capitaine de plein fouet. La force du coup de poing fait perdre son bouclier au chasseur qui combat le serpent. À ce moment, le serpent géant est frappé par un éclair violet provenant d'un autre chasseur. Un autre chasseur crie furieusement sur le traître pour avoir attaqué leur capitaine. Le traître se contente de sourire méchamment alors qu'il se prépare à attaquer l'autre homme. D'un coup violent, il attaque impitoyablement le chasseur, le laissant gravement blessé. L'un des autres chasseurs est choqué, car il semble avoir reconnu l'attaquant. Il révèle que l'homme est Kui Sheng, un criminel qui avait déjà été condamné. Kui Sheng se met à rire comme un maniaque devant le désespoir du chasseur. Il donne ensuite un coup de pied à l'homme, l'envoyant voler avec une force incroyable. Le chasseur blessé s'envole directement dans la gueule du serpent géant qui l'attendait. Notre petit protagoniste regarde tout ça, avec une expression sombre. Il se souvient de sa vie passée lorsque Kui Sheng a jeté un ami à sa perte. Une éclaboussure de sang apparaît, symbolisant ce qui vient de se passer. À l'époque, il a vu ses amis se faire éliminer un par un. Le monstre qu'ils nourrissaient avec leurs propres camarades émerge, imposant et terrifiant. Avec un sourire cruel, le père du MC leur ordonne de nourrir la créature pour former un trésor. Il dit ensuite à Kui Sheng d'attaquer l'ancien lui de notre héros sans hésitation. L'homme de main se précipite vers le jeune homme, prêt à porter le coup. Mais le type active son pouvoir et se prépare à l'affrontement inévitable avec son ennemi. Esphiste brille d'une énergie puissante alors qu'il se rapproche. Leurs deux poings entrent en collision dans un impact violent et plein de puissance. Il nous dit que Kui Sheng est comme un démon qui aime écraser les gens. Il est révélé qu'il était protégé par la famille Liu et qu'il est maintenant l'un de leurs hommes de main. De retour dans le présent, sa sœur se demande comment ils peuvent sauver la rousse. Mais notre protagoniste semble avoir une idée, et ses yeux brillent, un plan se formant déjà dans son esprit. Alors, il se retourne et recommence à manger, ce qui agace vraiment sa mère. Elle lui demande ce qu'il fait alors que notre MC se remplit la bouche de lait, faisant une drôle de tête. Il recrache tout, la laissant complètement choquée. Dégoûtée, elle crie sur notre héros pour l'avoir toute salie et le jette en l'air. Voyant l'agitation, le grand-père du garçon prend un air furieux à cause de tout ce bazar. Juste après, la petite sœur du MC passe à l'action. Comme ça, elle attrape notre héros en plein vol, le sauvant de la chute. La fille atterrit en toute sécurité sur le sol, tenant son petit frère avec précaution dans ses bras. Elle lui demande si son frère va bien, et il explique son plan machiavélique, créer le chaos pour sauver le chasseur. Soudain, le père de notre jeune homme gifle sa femme, fort sur le visage, la laissant complètement abasourdie.
Il la saisit ensuite fermement et la gronde pour avoir été si négligente avec leur fils. Furieuse, la femme dit que même ses propres parents n'ont jamais osé lever le doigt sur elle, et elle se met incroyablement en colère. Sur ce, elle invoque une arme de glace et se lance à la poursuite de son mari, cherchant à se venger. L'homme se défend avec ses pouvoirs, disant qu'il faut lui donner une leçon pour son audace. Les enfants regardent attentivement le combat se dérouler juste devant eux. La mère et le père s'affrontent avec leurs pouvoirs, mais une explosion d'énergie apparaît soudainement entre eux. Le grand-père du garçon apparaît, et les parents du MC le fixent du regard. Le grand-père dit qu'en tant que mère, elle doit faire passer son fils en premier et ne pas être aussi imprudente. Avec un regard furieux, il leur dit qu'ils ont tous les deux la responsabilité de leurs deux familles. Sur ce, le couple se calme et range ses armes, tandis que les enfants observent à distance. La sœur du MC demande ce qu'ils vont faire maintenant, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car ils arrivent. Soudain, la jeune servante entend un bruit étrange. Le majordome informe le grand-père qu'il a senti un mouvement venant des bois voisins. La famille remarque également quelque chose qui approche et se met en alerte maximale. Soudain, 3 gobelins émergent de la forêt avec des expressions vraiment bizarres sur leur visage. D'un point de vue plus élevé, nous voyons les gobelins commencer à se rapprocher de la famille du MC. Les créatures se mettent à hurler désespérément, comme si elles se préparaient à une bataille. La prochaine chose que vous savez, les 3 monstres sont empalés par des pieux en bois qui les transpercent sans pitié. Le père du MC se demande comment c'est possible puisque la zone était censée avoir été nettoyée au préalable. Le grand-père se plaint, c'est ce qui arrive quand tout ce que tu sais faire, c'est créer des problèmes dans les bars au lieu de te plonger dans les livres. Soudain, la mère du garçon se met à briller d'une énergie violette. La petite sœur explique que l'essence de leur mère attire les bêtes démoniaques, en particulier celles de haut niveau. Sur ce, les bruits de nombreux pieds de gobelins se rapprochent, mettant le groupe sur les nerfs. Puis une horde de gobelins d'élite apparaît devant eux, menée par un rambé. L'un des monstres saute vers la famille, sa hache prête à frapper sans pitié. Impassible, le grand-père ordonne à ses subordonnés de s'occuper de la situation immédiatement. Et comme ça, la famille commence à combattre les monstres en utilisant leurs puissantes capacités élémentaires. Profitant de tout ce chaos, notre MC dit à sa sœur qu'il est temps pour eux de s'en aller. Alors, la fille court vers une falaise avec son petit frère dans ses bras. Sans hésiter, la sœur du MC saute de la falaise, dégringolant à grande vitesse avec notre jeune héros. À cet instant, les yeux de la fille brillent intensément alors qu'elle active sa capacité spéciale. Utilisant son pouvoir du vent, elle commence à voler dans les airs, emmenant son frère en sécurité. Notre MC lui demande quand elle a appris à voler, et elle dit que c'était une récompense du système. Surpris par cette révélation, notre héros panique et demande quel genre de tâche c'était. La fille révèle avec un sourire que la tâche du système était simplement de donner un bain à son frère. Dans un flashback, on voit qu'en terminant la mission, elle a reçu la rare technique de vol en récompense. Notre héros s'énerve, se demandant comment un système pouvait donner une récompense aussi géniale pour une tâche aussi stupide. La petite sœur rousse du héros se bat courageusement contre un serpent, le frappant avec son épée acérée. Mais ensuite, un autre serpent énorme apparaît et attaque les autres chasseurs, brisant leur bouclier avec facilité. D'un coup puissant, la créature envoie l'une des chasseuses voler, brisant complètement sa garde. À terre, la femme crie désespérément à son capitaine qu'ils ne peuvent plus continuer à se battre. Le capitaine du groupe confronte alors Quixion, lui demandant pourquoi il les attaque de cette façon. Avec un sourire diabolique, le traître dit qu'il aime entendre les cris de ses victimes. Le chef demande qui est son maître et dit que violer l'accord de la guilde est contraire à la loi. Le méchant répond que les lois ne sont que pour les faibles et pour les roturiers comme eux, et qu'il s'en fiche éperdument. Juste après, il se précipite vers le capitaine à grande vitesse, prêt à porter un coup. Mais au lieu de cela, il attaque l'une des chasseuses, la prenant au dépourvu avec sa vitesse incroyable. Vaincue, la femme supplie son capitaine de la sauver de cet homme terrible et sans cœur. Sans aucune pitié, le traître la jette directement dans la gueule du serpent géant comme collation. Le serpent géant dévore la chasseuse sans la moindre pitié, juste devant tout le monde. Désespéré, le capitaine crie que la mission a échoué et dit à tout le monde de courir pour sauver leur vie. La fille rousse est paralysée par la peur et le choc face à la scène horrible dont elle vient d'être témoin. Aveuglé par la rage, le chef du groupe se lance en avant avec son épée, criant qu'il va achever le traître. Il lance une frappe puissante, mais le méchant se déplace rapidement et esquive l'attaque avec facilité. En un instant, le traître contre-attaque et porte un coup direct au capitaine. Voyant son chef blessé, la jeune femme traite l'homme de monstre et se prépare à se battre. Elle jette ensuite un objet sur l'ennemi, essayant de gagner du temps. Mais le traître ne bronche même pas car la pierre que la fille a lancée ne lui fait rien. Le coup ne fait que déchirer une partie de la chemise du traître. Le méchant dit que c'est dommage qu'il l'ait rencontré ici parce qu'ils vont tous périr. Il bondit vers la fille, ses griffes acérées prêtes à frapper. Terrifiée, la jeune femme est entourée d'éclats d'une épée brisée. À la dernière seconde, le capitaine se jette devant elle, recevant le coup fatal à sa place. Le chef tombe sans vie au sol alors que le traître l'ignore simplement et passe à autre chose. Le traître jette le corps du capitaine, qui est ensuite dévoré par le serpent géant.
Désespérée, la fille hurle de terreur face à la scène horrible dont elle vient d'être témoin. On voit le serpent géant dévorer le capitaine alors que des éclairs violets jaillissent de son corps. Le méchant regarde la fille et dit que c'est dommage parce qu'il voulait l'ajouter à sa collection. Il voulait la transformer en l'un de ses spécimens pour l'exposer comme un trophée. Avec sa main tachée de sang, il se prépare à attaquer la fille. Le méchant pose alors sa main sur son visage alors qu'elle pleure, complètement désespérée. Dans ces derniers instants, la fille appelle ses frères et sœurs, se demandant où ils sont. Soudain, une épée de foudre géante apparaît, et une voix dit qu'ils sont arrivés pour la sauver. Le traître se tourne et parvient à bloquer la puissante attaque avec son bras. La frappe provoque une explosion d'énergie jaune, mais le méchant la repousse simplement. La jeune femme lève les yeux, surprise, et appelle le nom de sa sœur, Oueye. Juste à ce moment-là, RMC et sa sœur atterrissent sur le sol, prêts pour la bataille. La fille reconnaît l'ancienne apparence du héros et l'appelle « frère ». Notre héros dit à sa sœur qu'il expliquera tout plus tard. Mais pour l'instant, ils ont plus gros à faire frire. Pendant ce temps, la fille aux cheveux roux le regarde juste avec ça, qu'est-ce qui se passe? Regardez son visage. Face au serpent, notre héros se rend compte que la bête a évolué en mangeant des éveilleurs. Quelque chose qui n'a jamais été enregistré auparavant. Au même moment, le méchant a l'air de se libérer de quelque chose alors que cette énergie jaune intense tourbillonne autour de lui. Avec une dernière poussée, il libère toute sa puissance en une seule fois, brisant tout ce qui le retenait en un instant. Le méchant les regarde alors et ricane, demandant si ce n'est pas le jeune maître et sa petite servante. Et juste comme ça, le trio de frères et sœurs fait face à son adversaire, prêt pour le combat qui va se dérouler. La rousse demande, complètement confuse, comment ils savaient pour elle et pourquoi ils avaient l'autre petite fille avec eux. Mais le méchant ignore simplement sa question et commence à planifier comment il va gérer cette nouvelle situation. Notre héros se rend alors compte que son ennemi n'est pas un simple idiot, mais en fait une personne assez intelligente. L'homme révèle son plan machiavélique, transformer la servante en une marionnette sans esprit, et livrer notre héros à son patron. On voit ensuite les conséquences de la puissance du méchant, ayant abattu plusieurs chasseurs sans pitié. De multiples armes faites d'énergie rouge apparaissent au-dessus des chasseurs vaincus. Révéler que l'ennemi a un pouvoir de type métal, lui permettant de fusionner des armes avec son propre corps. Notre protagoniste analyse ensuite leur niveau de puissance et se rend compte que l'écart entre eux est juste énorme. Mais alors, une idée jaillit dans l'esprit de notre protagoniste et ses yeux s'illuminent. Il se tourne vers ses sœurs et leur dit d'écouter attentivement et de suivre son exemple. De l'autre côté, l'adversaire se prépare à se battre alors qu'une énergie étrange rayonne de lui. Le méchant lance une attaque fulgurante avec ses griffes, visant directement notre héros. Voyant le danger, ses sœurs reculent, et il se prépare à contrer. Il active ensuite sa foudre divine, son éveil de type, libérant une immense énergie jaune. Notre protagoniste utilise son pouvoir pour esquiver les attaques du méchant à une vitesse incroyable. Le méchant est sidéré quand il voit la technique du gamin, la reconnaissant comme un mouvement interdit. Il se souvient alors qu'il y a quelque temps, il a vaincu quelqu'un qui utilisait exactement la même technique. Dans ses souvenirs, il se souvient de l'affrontement contre la vie passée de notre protagoniste. Faisant le lien, il réalise qui est le gamin et commence à rire de l'incroyable coïncidence. Cependant, le corps d'enfant de notre héros, Psy, ne peut pas supporter autant de puissance et commence à faiblir. Sachant qu'il n'a qu'une seule chance, il crie les noms de sa sœur pour lancer le vrai plan. Le méchant entend un bruit et tourne la tête vers le son. À ce moment, la sœur aux cheveux roux apparaît, tenant un rocher géant, prête à écraser l'ennemi. Sans une seconde de plus, la fille lance l'énorme rocher droit sur le méchant. Mais l'ennemi esquive l'attaque avec facilité, et le rocher se brise au sol sous l'impact. Il remarque alors un son bizarre et une traînée d'énergie verte, se déplaçant rapidement sur le sol. L'homme se met immédiatement en alerte, voyant l'énergie arriver vers lui, prêt à tout. Soudain, une gigantesque tempête de vent et de poussière se forme juste devant lui. Celle qui est derrière cette attaque est l'autre sœur, utilisant son pouvoir du vent. Même à l'intérieur de la tornade, l'adversaire est complètement imperturbable, disant que ce ne sont que de vulgaires tours. Saisissant la diversion, notre protagoniste concentre son pouvoir et crée une lance de foudre pleine et puissante. Utilisant une technique d'arts martiaux divine, il lance l'arme avec toute la force qui lui reste dans le corps. Le méchant se retourne, surpris, et maudit notre MC pour être si rusé alors qu'il se prépare à l'impact. La lance de foudre frappe le méchant en plein dans la tête, le blessant gravement à l'impact. L'attaque est si puissante qu'elle traverse l'adversaire et continue sa trajectoire vers le ciel. L'énergie de la lance provoque une explosion massive, laissant une traînée de destruction dans la forêt. Épuisé, RMC s'effondre, et sa sœur commence immédiatement à le réprimander pour avoir utilisé un mouvement aussi imprudent. Sur ce, les deux filles veillent sur lui, super inquiètes de son état après s'être autant surpassé. Même s'il est blessé, le méchant se contente de sourire et de dire que cela n'a pas d'importance car il va protéger le jeune maître des deux petites filles. Avec un sourire effrayant, il révèle une lame acérée, prêt à tout recommencer. Sans perdre de temps, il se précipite vers les deux filles à grande vitesse pour les achever. La servante hurle un avertissement et saute devant la tête du raid pour la protéger de l'attaque imminente de l'ennemi. Avec un coup brutal,
il assène un coup direct à la fille aux cheveux blancs avec une force incroyable. L'impact l'envoie voler, et elle finit par s'écraser violemment contre un arbre. Le méchant fixe alors l'autre jeune femme et lui dit de ne pas s'inquiéter, son tour arrive bientôt. Il transforme ses mains en lames acérées et se prépare pour sa prochaine attaque impitoyable. Avec ses lames, il cloue la jeune femme au sol et lui dit d'être un bon appât pour ses plans. Mais un éclair jaune arrive en trombe et détourne l'attaque, sauvant la fille à la toute dernière seconde. L'ennemi vise alors le protagoniste, prêt à le transpercer avec son petit poignard. Il serre fermement l'arme et la rabaisse, avec l'intention de mettre fin au garçon sur place. La lame transperce alors le dos de RMC, le blessant gravement. Le méchant l'envoie voler tandis que la sœur aux cheveux roux regarde, complètement désespérée. La fille réussit alors à se libérer, attrape son frère blessé et s'enfuit en courant. Le méchant serre le poing, demandant pourquoi notre MC est si pressé de rencontrer son créateur. Mais notre protagoniste, bercé dans les bras de sa sœur, répond qu'en fait, c'est l'ennemi qui est sur le point d'être abattu. Avec l'œil ensanglanté, l'adversaire est furieux du culot du petit. Soudain, une silhouette apparaît dans le ciel, criant et le traitant de bâtard ingrat, pour avoir osé attaquer son maître. C'est le grand-père de notre MC qui le regarde avec des yeux de pure rage. Le méchant comprend alors que l'attaque flashy précédente était en fait un signal pour attirer l'attention de la famille. Se contente de sourire, confirmant le plan intelligent qu'il a concocté. Revenant un peu en arrière, la famille arrive sur les lieux du combat, et le majordome dit que le jeune maître est parti. Le père se plaint que l'enfant puisse déjà marcher, et le majordome l'informe que la servante a également disparu. Furieux, le chef de famille crie à ses hommes de se dépêcher et de les retrouver tous les deux. Juste à ce moment-là, il repère la traînée de lumière de l'attaque de notre MC et savent exactement où aller. Le grand-père utilise alors son pouvoir de foudre et vole à toute vitesse vers le signal. Arrivé sur les lieux, le grand-père évalue immédiatement la situation, et le méchant commence à paniquer. Il pense alors que sa seule chance est de capturer le protagoniste pour l'utiliser comme otage. Il charge à pleine vitesse sur les frères et sœurs pour essayer de les attraper. Mais la sœur aux cheveux roux sort un bâton et se prépare à contrer, attaque pour protéger son frère. Elle lance un coup puissant sur l'ennemi qui ne s'y attendait absolument pas. L'homme est stupéfait par l'attaque de la fille et la regarde avec une rage pure. Tout d'un coup, le père du protagoniste apparaît, furieux, et traite le méchant d'inutile pour ses échecs. Il attaque alors le méchant qui essaie de fuir, affirmant que ce n'est pas de sa faute. Cependant, l'homme finit par être acculé par l'une des bêtes géantes de la région, sans plus aucun endroit où courir. Sans pitié, la créature l'attaque d'un seul coup, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Après cela, le serpent commence à évoluer, se transformant en une puissante créature dorée. Le majordome se précipite vers les enfants et dit que notre MC va bien, malgré la blessure qu'il a subie. Le grand-père félicite les filles et dit que le serpent est maintenant prêt pour qu'elles récoltent son rare trésor. Et c'est là qu'il réalise que les familles nobles utilisent des civils pour nourrir et faire évoluer ces bêtes. Sur ce, le grand-père et son fils se préparent à affronter la puissante créature dorée qui a émergé. L'affrontement entre eux génère alors une gigantesque explosion d'énergie rouge à travers la forêt. L'affrontement entre eux déclenche une gigantesque explosion d'énergie rouge qui traverse toute la forêt. De la fumée, deux silhouettes émergent alors que les enfants regardent tout se dérouler à une distance sûre. Notre héros fait alors le rapprochement, les familles nobles utilisent des civils pour nourrir et faire monter de niveau ces bêtes. Juste après que grand-père et papa se soient préparés à se battre avec la puissante créature dorée qui vient d'apparaître, il mentionne alors que cette récolte était bien meilleure que ce qu'il s'attendait à obtenir ce jour-là. Grand-père ordonne au majordome d'emmener les deux filles récupérer les matériaux restants pour l'entrepôt. Dans sa tête, le vieux schnock a déjà l'intention de mélanger les articles de mauvaise qualité avec de la ferraille pour les vendre aux chasseurs moyens. Et pour les articles de haute qualité, il veut gonfler les prix et faire payer les équipes de première ligne à prix d'or. Il remet ensuite le sac de poison à son fils pour qu'il l'utilise et crée de nouvelles relations importantes. Pendant ce temps, le père de notre type se contente de regarder avec un sourire narquois collé sur son visage. Grand-père remet la corne de serpent argenté pour qu'elle soit emmenée à la maison de vente aux enchères. Quant aux écailles, il dit qu'il va les transformer en trésors protecteurs pour son précieux petit-fils. En entendant tout cela, notre protagoniste reste perplexe, complètement confus par leurs actions. Sur ce, le majordome s'incline devant son maître et accepte de suivre tous ses ordres. Cependant, le père de l'enfant intervient et demande à son père de lui remettre l'essence du roi serpent. Grand-père grommelle, disant qu'il a une excellente épouse et qu'il serait préférable que son fils partage avec lui. Juste à ce moment-là, la mère du protagoniste approche, tandis que ses sœurs regardent à l'arrière-plan. Le père de notre héros est choqué par sa présence et se contente de fixer, incapable de réagir. Son expression se transforme alors en colère, et il serre les dents fort. Dans les bras de sa sœur, le protagoniste regarde en arrière et fixe l'homme avec une expression très sérieuse. Grand-père jette alors l'essence de serpent au majordome, qui l'attrape dans les airs avec facilité. Tenant la sphère d'énergie, le majordome est émerveillé par la puissance qu'elle irradie actuellement. Le chef de famille dit que son fils aîné évolue et que cela sera utile. Agenouillé, le majordome le remercie de sa générosité et lui jure une loyauté éternelle à la famille. Quelques jours passent,
et nous voyons le luxueux manoir du clan Lu sous un ciel étoilé. Dans la pièce, notre héros tient un pendentif tandis que sa sœur l'informe que Xuang est maintenant sa servante. Et juste comme ça, les deux sœurs apparaissent en uniforme de servante et lui sourient. Il regarde ensuite le pendentif, et un message du système l'informe qu'il a reçu un objet défensif de rang A. Voyant son expression, l'une des filles demande avec inquiétude ce qui ne va pas avec son frère. Soudain, les yeux du garçon brillent et il frappe le pendentif avec son pouvoir de foudre. Il utilise sa capacité de foudre pour essayer de surcharger le pendentif. Une énorme explosion d'énergie jaune jaillit alors de la fenêtre de sa chambre. Les deux sœurs fixent notre héros, complètement choqués par cette démonstration de puissance. Même avec la décharge électrique, le pendentif reste complètement intact, sans une seule égratignure. Il pense que cette petite expérience confirme que les bêtes évoluent si elles dévorent des éveillés. Notre protagoniste comprend que les familles nobles utilisent des gens ordinaires comme appât pour leurs plans. De cette façon, ils mettent la main sur des ressources et des équipements puissants auxquels les faibles n'auraient jamais accès. Mais ce qu'on enseigne à l'académie, c'est que les nobles risquent leur vie pour protéger les faibles. Se souvenant de toute cette hypocrisie, notre protagoniste se met en colère et serre les poings. Les sœurs demandent alors si l'information est vraiment si puissante. Il se tourne et explique qu'il commence seulement à comprendre à quel point un manque d'information est dangereux. Il dit ensuite qu'à partir de maintenant, ils doivent utiliser la famille Liu pour recueillir plus d'informations. Avec un regard déterminé, les deux filles acceptent de suivre le plan de leur jeune frère. Un moment, Hero demande à Xuang pourquoi elle était avec cette équipe divine. Elle hésite à répondre, et l'autre sœur intervient en disant qu'elle veut savoir pourquoi son propre pouvoir est si fort. La sœur aux cheveux roux reste sans voix, et l'autre la fixe intensément. Ensuite, le protagoniste pose des questions sur l'autre sœur nommée Sansan, et la jeune femme se crispe. En entendant le nom de l'autre fille, la jeune femme est complètement choquée. Les larmes aux yeux, elle essaie d'expliquer ce qui est arrivé à Sansan. Elle s'effondre alors sur le sol et se met à pleurer toutes les larmes de son corps, incapable de s'arrêter. À ce moment-là, le protagoniste lui couvre la bouche et l'avertit qu'on ne peut pas pleurer fort ici. Après s'être calmée, elle s'assoit sur le lit, encore très ébranlée par la situation. Elle commence à expliquer ce qui s'est passé ce jour-là. Yi est sorti chercher leur frère et n'est jamais revenu. Dans un flashback, nous voyons une petite Xuang affamée fixant un morceau de gâteau. Sa main s'étend pour saisir la cerise sur le dessus du gâteau. Elle a un regard triste sur son visage, attendant que ses frères et sœurs rentrent à la maison. Elle décide alors d'aller chercher son frère Yi pour qu'il puisse rentrer plus tôt. Alors, Xuang commence à fouiller dans la maison sombre, appelant le nom de Sansan. Effrayée, elle court dans le couloir sombre et demande à sa sœur d'arrêter de plaisanter. De retour dans le présent, le garçon est choqué d'apprendre que Sansan s'est enfui de chez elle. Elle explique que depuis le toit, elle a vu que la marée de bêtes était causée par une mauvaise personne. Notre héros demande si la marée de bêtes n'est pas censée être une catastrophe naturelle incontrôlable. Dans ses souvenirs, elle cherchait désespérément Sansan sur les toits de la ville. Elle essayait ensuite d'ouvrir une porte, suppliant la petite de sortir de là rapidement. Juste à ce moment-là, elle regarde sur le côté avec une expression de peur et d'inquiétude pure. Sur le toit, elle a aperçu un homme mystérieux tenant un bâton sous la pleine lune. Le visage de l'homme était caché dans l'ombre, mais ses yeux brillaient d'une intense lumière rouge. Il leva ensuite son bâton qui se mit à briller d'une énergie puissante. Avec ça, il claqua le bâton sur le sol, libérant une vague massive d'énergie. Un énorme cercle magique rouge se forma alors sur le sol, illuminant toute la zone. Le cercle projeta ensuite un rayon de lumière rouge qui monta vers le ciel sombre. Le rayon déchira un trou dans le ciel, créant un portail rouge. Un œil reptilien géant apparut dans le portail, et Xuang fut absolument terrifié. Un instant plus tard, le mystérieux portail rouge se matérialisa simplement dans le ciel nocturne. Et de lui émergèrent plusieurs bêtes démoniaques rouges, prêtes à semer le chaos dans la ville. Les larmes aux yeux, Xuang est complètement terrifiée en se souvenant de cette scène. Dans ses souvenirs, elle était toute seule et entourée d'énormes bêtes démoniaques rouges. Du portail dans le ciel, d'innombrables créatures se déversèrent, attaquant tout le monde en vue. Elle a expliqué qu'elle était poursuivie par un loup démon lorsqu'un panneau est apparu. Le système l'a alors informé qu'elle avait éveillé un pouvoir divin de cultivation du corps. Suivant les ordres du système, elle fit un bond incroyable entre deux bâtiments pour s'échapper. De retour dans le présent, elle leur dit qu'elle a couru jusqu'à ce qu'elle trouve l'équipe de subjugation qui l'a recueillie. Notre protagoniste est stupéfait qu'un autre système soit apparu et par tous les miracles qui leur arrivent. Il dit que s'ils ont tous des systèmes, Sansan pourrait en avoir un aussi et pourrait encore être en vie. Notre héros est d'accord et dit qu'ils utiliseront le réseau de la famille Liu pour trouver des indices sur elle. Soudain, Xuang dit qu'elle a reçu une tâche du système avec une récompense. Sans aucun avertissement, elle prend son frère dans ses bras, le laissant complètement surpris. Il est terrifié et se demande si cela va lui arriver à nouveau. Les deux sœurs s'enfuient avec enthousiasme, car la mission du système est de donner un bain à leur frère une fois de plus. Les deux sœurs courent avec enthousiasme à travers le manoir avec notre MC qui hurle à plein poumon à propos de leur système loufoque. Et juste comme ça, ils atteignent une salle de bain massive et luxueuse pour commencer la mission qui leur a été donnée. La rousse soulève alors notre petit gars en l'air, commentant à quel point il est mignon,
tandis que l'autre est tout à fait d'accord. Sa sœur continue de le taquiner, semblant trouver toute la situation assez hilarante. Cela laisse notre garçon complètement mortifié, et il commence à crier à plein poumon de pur embarras. Maintenant dans la baignoire, l'une des sœurs lui lave les cheveux tandis que l'autre le regarde avec un sourire. Les deux semblent s'amuser comme des fous, éclaboussant de l'eau partout pendant l'heure du bain du jeune maître. Après le bain, ils le tiennent et commentent à quel point il a été un bon petit garçon, mais il se plaint qu'elles ont changé. Soudain, la sœur aux cheveux roux s'arrête net, une expression très nerveuse envahissant son visage. Voyant sa réaction, notre MC demande avec inquiétude ce qui s'est passé pour la faire ressembler à ça. Elle pointe alors avec un regard terrifié sur son visage, révélant que la marée de bêtes a été causée par cette personne. Le protagoniste et son autre sœur sont complètement stupéfaits par la révélation qu'ils viennent d'entendre. Ailleurs, nous voyons le majordome marcher aux côtés d'un homme avec une cicatrice sur le visage. En zoomant, nous avons un meilleur aperçu du visage de l'homme, qui a un regard très sérieux et intimidant. Dans un flashback, la fille voit le même homme sur un toit, utilisant un bâton pour créer la marée de bêtes. Dans ses souvenirs, l'homme crée un énorme cercle magique rouge qui déchire le ciel. De ce portail apparaît un œil reptilien géant, terrifiant complètement la jeune fille. Alors, notre protagoniste déclare qu'il est le fils du futur chef de famille et leur dit de ne pas paniquer. Sur ce, ils continuent tous les trois dans le couloir, tandis que les deux hommes avancent. Notre protagoniste les regarde avec une expression sérieuse et méfiante alors qu'ils passent. Alors qu'ils passent devant lui, la sœur aux cheveux roux devient extrêmement nerveuse et ne peut cacher sa peur. L'homme à la cicatrice remarque la réaction de la jeune fille, mais ne dit pas un mot. S'approchant, les deux sœurs saluent le majordome avec des sourires forcés. Le majordome s'incline ensuite devant notre protagoniste en s'adressant à lui respectueusement, « Maître ». Le protagoniste les regarde s'éloigner dans le couloir avec un regard très sévère. Ils arrivent à une porte, et le majordome annonce que J.O. King est revenu voir le maître de la maison. Notre protagoniste réalise que c'est la salle de réunion et décide d'écouter leur conversation. Sa sœur s'inquiète et demande s'ils ne vont pas être découverts là. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, semblant avoir un plan en tête pour cela. Avec le plan en marche, il se faufile plus près de la porte. Le protagoniste fait alors irruption dans la pièce avec ses sœurs, et un garde crie qu'il ne peut pas entrer. À l'intérieur, son grand-père est assis à son bureau avec les deux hommes, qui regardent la scène avec surprise. Les sœurs s'inclinent et s'excusent désespérément, disant qu'elles n'ont pas pu retenir le protagoniste. Mais le petit bonhomme ignore tout cela et court les bras grands ouverts, appelant son grand-père. Le chef de famille renvoie les autres et dit à son petit-fils de venir à lui avec un sourire. Avec notre protagoniste sur ses genoux, il parle du pouvoir de la famille et s'enquiert des nouvelles marées de bêtes. Le majordome et l'homme à la cicatrice écoutent attentivement les ordres du maître. L'homme rapporte ensuite qu'ils ont déjà trouvé de nouveaux groupes de bêtes et qu'ils pourraient attaquer à tout moment. En entendant cela, notre jeune héros se met en colère, réalisant que l'académie ment et envoie les étudiants directement dans une zone de danger. Dans un flashback, nous voyons un enseignant dire que les marées sont une catastrophe naturelle et que les éveillés sont des protecteurs. Le majordome dit qu'il a déjà pris des dispositions pour que la guilde affiche des missions avec des récompenses élevées, attirant de nombreuses équipes. Le grand-père félicite l'homme, disant que sa famille a servi la leur pendant 3 générations, et qu'il en est très satisfait. Le majordome fait alors un geste à l'homme à la cicatrice, qui semble comprendre le message immédiatement. Sans hésiter, l'homme s'agenouille sur le sol et dit que c'est un honneur de travailler pour la famille Liu. Le majordome le remercie pour le cadeau qui a aidé son fils à atteindre le sommet du rang B et exprime sa gratitude pour la gentillesse du maître. Le chef de famille sourit et leur ordonne de procéder au plan de la marée de bêtes comme il l'avait prévu. L'homme reste agenouillé et accepte l'ordre de son maître sans question. Le grand-père leur ordonne également de préparer du matériel coûteux et des services de divertissement pour les survivants. Voyez un flashback d'un type qui ressemble à une version plus jeune du grand-père de notre protagoniste, se relaxant dans une source chaude avec plusieurs filles tandis qu'une servante regarde de loin. Le majordome s'incline devant son maître et accepte tous les ordres donnés sans hésitation. La nuit tombe et nous voyons l'énorme et luxueuse demeure de la famille Liu sous le clair de lune. De retour dans la pièce, notre protagoniste explique le plan de la famille à ses sœurs, ouvrir des portails et utiliser des gens comme appât. Il dit qu'ils utilisent les éveillés pour combattre les bêtes, leur permettant de rassembler des tonnes de ressources précieuses. Sa sœur est indignée et demande comment ils peuvent être si cruels, se demandant si ces gens ne sont pas considérés comme humains. Notre protagoniste explique alors que pour les nobles, seuls sont des humains, et que tous les autres ne sont que du bétail. La sœur aux cheveux roux suggère de parler à tout le monde du plan, mais notre jeune homme la coupe. Il dit que même s'ils disent la vérité, personne ne les croira. Cela les inquiète toutes les deux, et elles demandent à leur frère ce qu'ils devraient faire maintenant. Notre protagoniste déclare alors qu'ils vont abattre les hommes de main de la famille Liu et arrêter la marée de bêtes. Il appelle ensuite ses deux sœurs plus près de lui pour expliquer le plan. Les deux filles se penchent pour entendre ce qu'il a à dire. Chuchotant, il leur raconte son plan, et elles écoutent avec toute leur attention. Le garçon demande s'ils ont tout compris, et les deux hochent la tête en signe de confirmation. Mais elles sont toujours inquiètes, se demandant s'ils peuvent vraiment vaincre un ennemi aussi puissant.
Notre protagoniste dit qu'ils ont 3 semaines pour se préparer puisque le plan démarre à la fin du mois. Il lève son biberon et dit qu'ils doivent se renforcer, mais sa sœur est totalement confuse quant à la façon dont. À ce moment, notre jeune héros et ses mèches blanches échangent un regard entendu. Sans attendre, il met le biberon dans la bouche de l'autre sœur, qui est prise par surprise. Elle boit le lait et est choquée de sentir son pouvoir monter en flèche sans même s'entraîner. Notre protagoniste s'enfuit alors, disant qu'il va aussi manger un morceau pendant qu'elle finisse le lait. La mère du protagoniste médite paisiblement lorsqu'elle est soudainement interrompue par son fils. Elle se plaint ensuite que son appétit ne cesse de croître, le traitant de petit morveux pour ne jamais être satisfait. 3 semaines plus tard, notre protagoniste se demande s'il a atteint sa limite en regardant un écran système. Le système l'informe d'une nouvelle compétence, et il se demande s'il peut être reborn dans un autre. Il se demande s'il peut revenir à son état actuel sans avoir à, vous savez, passer 9 autres mois dans le ventre de sa mère. De plus, notre jeune homme réalise qu'il peut utiliser sa nouvelle compétence comme méthode d'attaque. Une illustration montre comment sa nouvelle technique peut être utilisée pour attaquer directement ses ennemis. Juste à ce moment-là, ses sœurs font irruption dans la pièce avec enthousiasme, disant que tout est prêt. Réunis dans la pièce, les 3 frères et sœurs commencent à discuter de leur plan pour arrêter les ennemis qui approchent. Dans une autre scène, la sœur aux cheveux blancs murmure qu'elle a déjà déterré tout ce qui concerne l'homme nommé Jio Chung. Elle révèle qu'il est un maître de l'éveil divin et l'un des meilleurs diplômés de sa classe d'académie. Ensuite, une autre servante leur dit de se taire, les mettant en garde contre le danger que représente cet homme. De retour à la réunion des frères et sœurs, la sœur aux cheveux roux intervient en disant qu'elle a également découvert des informations importantes sur lui. Apparemment, le Seigneur lui a donné une essence de vie de haut niveau, le poussant au sommet du rang B. En entendant cela, la plus jeune sœur réalise qu'il est beaucoup plus fort que le dernier ennemi qu'ils ont affronté ensemble. Notre protagoniste évalue ensuite son propre pouvoir, notant qu'il n'a atteint que le stade initial du rang C. Il mentionne que Xuang a atteint le sommet du rang D en 3 semaines, mais même ensemble, ils n'ont toujours aucune chance. Mais la rousse se réjouit, leur disant de ne pas s'inquiéter car elle a débloqué une nouvelle compétence après lui avoir donné un bain. Les 2 sœurs sont super excitées et demandent quel genre de pouvoir elle a réussi à éveiller. Avec un sourire suffisant, la fille dit que sa nouvelle technique a un nom vraiment cool et épique. Elle prend alors une pause et crie que le nom de la compétence est Blue Thirsty Rush. La sœur aux cheveux longs est impressionnée par le nom, tandis que notre protagoniste a l'air un peu embarrassé. Avec assurance, elle explique que la technique la rend 5 fois plus forte pendant 30 secondes. Elle se vante qu'avec son nouveau pouvoir, un seul coup de poing suffira à envoyer l'ennemi voler à l'autre bout de la planète. Enflammée, elle commence à faire du shadowboxing tandis que son autre sœur applaudit avec enthousiasme. Le personnage principal esquisse un sourire confiant. Il a déjà une idée du plan, mais il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le système leur a donné des compétences aussi géniales juste pour l'avoir baigné. Il s'inquiète quand même car leur puissance pourrait ne pas suffire à vaincre l'ennemi. Voyant l'inquiétude de son frère, la rousse demande quel genre d'informations il a réussi à recueillir pour le plan. Dempsey affiche alors un sourire très suffisant avant de révéler son grand secret. Il dit que ces infos sont cruciales, et qu'il a découvert que l'ennemi sera actif dans la ville à 1 heure du matin. On voit ensuite le personnage principal surprendre l'homme à la cicatrice en train de dire à son grand-père que tout est prêt pour son attaque à 1 heure du matin. En entendant cela, la sœur aux cheveux roux est complètement abasourdie par la révélation. Elle commence à paniquer, disant que c'est exactement là où se trouve la base du groupe d'éveil divin. Elle crie ensuite que le commandant est en danger et se précipite pour avertir les autres de l'attaque. Mais notre jeune héros l'arrête, en lui saisissant le bras et en utilisant un peu de son pouvoir de foudre pour la retenir. Il lui dit alors de ne pas être si précipité car ils ont encore le temps d'agir et de sauver tout le monde. Avec un regard déterminé, il déclare qu'il a déjà un plan pour vaincre Jok Chung. Les 2 sœurs sont super excitées et lui demandent s'il a vraiment déjà un plan. Notre jeune héros se penche alors et commence à chuchoter les détails de sa stratégie secrète. Il dit avec confiance qu'ils ont plus qu'assez de temps, et que ce soir, ils vont abattre Jio Chung. Les 2 sœurs sont d'accord, prêtes pour la mission. La nuit tombe sur la ville, et une pleine lune illumine la scène pour l'opération qui est sur le point de commencer. L'horloge sur le mur sonne minuit, indiquant que l'heure de l'embuscade approche. Vêtus d'équipements noirs et de masques, les 3 frères et sœurs se préparent à commencer l'opération. Quelqu'un mentionne que l'ennemi a une compétence puissante appelée fouet divin. Cette technique lui permet de transformer ses bras en fouet, en la combinant avec l'amélioration de son corps. Avec ce pouvoir, il est capable de briser même l'armure métallique la plus résistante. Notre trio de héros saute alors d'un toit, commençant leur infiltration nocturne. Ils planent dans le ciel nocturne avec la pleine lune en arrière-plan. Descendant vers un bâtiment, l'un d'eux signale qu'ils ont trouvé un signal et que la cible est là. La sœur aux cheveux blancs remercie ses camarades du groupe Grenade de leur avoir fait gagner du temps. En regardant en bas, ils aperçoivent le bâtiment où brille une lumière, indiquant l'emplacement de l'ennemi. Se faufilant le long du côté du bâtiment, le trio s'approche furtivement de sa cible. Il se cache ensuite derrière un mur et observe l'ennemi à distance. Sur le toit, l'homme tient un bâton qui brille d'une énergie rouge. L'une des sœurs se prépare à attaquer, mais le personnage principal l'arrête,
lui disant d'être calme et patiente. Le méchant commence alors à concentrer une quantité massive de puissance dans son bâton. Ce faisant, des éclairs rouges crépitent de l'arme alors qu'il se prépare à libérer toute son énergie. Voyant l'occasion idéale, le personnage principal crie à ses sœurs d'attaquer maintenant. Sur ce, la rousse frappe le sol, arrachant un énorme morceau de béton du sol. Elle lance la dalle de toutes ses forces vers son adversaire. L'homme esquive facilement l'attaque, mais la pierre lui écorche quand même le visage. L'impact du coup le laisse stupéfait pendant un bref instant. Furieux de l'attaque surprise, il crie, demandant qui ose le frapper. Il regarde avec colère le trou que le projectile a laissé dans le mur derrière lui. À ce moment-là, l'autre sœur profite de la distraction pour subtiliser le bâton de l'ennemi. Réalisant ce qui s'est passé, le méchant se retourne furieux et se prépare à attaquer la fille. Le méchant utilise ensuite sa capacité de fouet divin, frappant avec son bras transformé. Le membre allongé se dirige vers la fille à grande vitesse, mais elle utilise sa jambe pour dévier le coup et le bâton pour s'éloigner de lui. Sur ce, la sœur lance l'arme loin de l'ennemi de toutes ses forces. L'adversaire se tourne et voit le bâton voler dans les airs. Le méchant utilise sa capacité de fouet divin pour essayer de récupérer son arme. Soudain, un éclair jaune apparaît, se dirigeant vers le méchant avec une puissance immense. L'homme panique, réalisant qu'il est trop tard pour échapper à l'attaque. Ensuite, la foudre frappe directement, provoquant une explosion massive d'énergie. Voyant le résultat, le personnage principal dit à sa sœur qu'ils l'ont touché proprement. Mais l'ennemi émerge de la fumée, le bras complètement brûlé, et leur crie dessus avec rage. Le personnage principal et sa sœur sont complètement choqués de voir qu'il a survécu à l'attaque. Le méchant les menace, disant qu'il leur fera regretter le jour de leur naissance. Sans perdre une seconde, l'adversaire se jette sur le trio, prêt pour un combat. Notre jeune héros recule alors et crie à ses sœurs de passer au plan B. Tenant l'arme de l'ennemi, la sœur aux cheveux blancs se prépare pour le prochain mouvement. Elle fait ensuite tourner le bâton avec une force immense, se préparant pour la prochaine partie du plan. À ce moment-là, elle lance le bâton vers son frère. Le personnage principal attrape le bâton juste au moment où la rousse et le méchant s'affrontent, libérant leurs auras de combat. Les frères et sœurs sautent directement dans la mêlée pour sauver la chasseuse aux cheveux roux, qui avait de sérieux ennuis avec un groupe de monstres. La fille commence à égaler la force de l'homme en se battant bec et ongle avec lui. Il est époustouflé par la puissance de la fille et se demande qui sont ses enfants pour être si forts à un si jeune âge. Cependant, Kuyun n'est pas du tout décontenancé. Juste à ce moment-là, notre personnage principal sort le sceptre rouge et prépare une compétence sérieusement puissante. Ensuite, le petit gars invoque un éclair massif des cieux, crépitant d'une énergie dévastatrice et écrasante. Le traître ne sait absolument pas ce qui se passe et se demande ce qu'est cette compétence bizarre. Sur ce, un portail rouge s'ouvre dans le ciel, et des griffes démoniaques commencent à s'en extraire. Le garçon repère le danger et crie à tout le monde de sortir de là immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Kuang pousse alors la fille, la faisant tomber au sol. Juste après, notre héros lance un biberon, l'envoyant voler directement sur le sbire. L'homme bloque le biberon, mais il éclate à l'impact, le trempant complètement de lait. Kyu-Young est juste déconcerté, essayant de comprendre pourquoi il vient d'être attaqué avec un biberon. Une bête rouge apparaît, et le méchant rit, disant qu'ils l'ont aidé à terminer sa mission comme une bande de crétins. Mais dans le ciel, une lumière jaune commence à briller, et le traître lève les yeux, intrigué. Soudain, un rayon d'énergie dorée passe en un éclair et frappe la bête qui venait de mordre Kyu-Young, mais il se débarrasse facilement de la bête. Kyu-Young dit que puisqu'ils l'ont aidé à terminer sa mission, il va prendre son chemin. Juste à ce moment-là, l'homme réalise qu'il est tombé droit dans un piège alors que des flèches d'énergie bleue commencent à voler vers lui. Une meute de loups rouges charge également dans sa direction. Le traître ricane, demandant s'il pense vraiment que cela suffit à l'arrêter. Sur ce, les loups se jettent sur lui pendant qu'il esquive les flèches d'énergie. Notre personnage principal reste là à regarder l'homme de main se rapprocher pour une attaque directe. Les deux filles regardent, inquiètes. Kyu-Young fonce à toute vitesse pour attaquer notre garçon, avec les loups à ses trousses. Sur notre garçon. L'ennemi rit et dit que le gamin ne peut pas le tromper avec une astuce aussi pathétique. Kyung avait mené la meute droit vers notre garçon. Les filles crient de désespoir pour leur frère, qui est sur le point d'être attaqué par les animaux. Mais notre héros leur crie de ne pas s'approcher et de rester à l'écart du combat. Le méchant est intrigué quand il entend la voix du garçon, se demandant où il l'a déjà entendu. Sur ce, il se tourne pour regarder le petit gars essayant de replacer cette voix familière. Le traître est absolument stupéfait lorsqu'il reconnaît enfin la voix du personnage principal. Et juste comme ça, les loups ignorent le garçon et se jettent directement sur Kyu-Young. Kyu-Young hurle en demandant pourquoi les loups ne chassent que lui et pas le gamin aussi. Kyu-Young invoque alors un bouclier d'énergie violet pour se défendre et riposter contre les loups. Les loups attaquent et il se défend. Cependant, ils sont beaucoup trop nombreux, et les choses se compliquent de plus en plus jusqu'à ce que les monstres finissent par le vaincre. Le petit personnage principal retire son sceptre du sol. L'éclair rouge dans le ciel disparaît, et au sol, il ne reste que les restes de Kyung que les loups doivent nettoyer. Les sœurs accourent, inquiètes, appelant notre garçon qui est complètement épuisé. À ce moment, la meute de loups rouges tourne son attention vers notre garçon.
Les deux filles se jettent immédiatement devant le petit gars pour le protéger. Elles disent à leur frère de leur laisser le reste. La sœur en rouge crie avec enthousiasme, appelant le vice-capitaine qui vient d'arriver pour aider. D'en haut, une femme aux cheveux violets descend avec son équipe, prête au combat. Notre garçon dit avec soulagement que la mission est terminée, et qu'ils peuvent enfin rentrer à la maison. Le lendemain, dans un manoir luxueux, quelqu'un hurle à tue-tête. Grand-père est sur ses pieds, furieux, tandis qu'un autre gentleman est agenouillé. Le serviteur est en larmes, implorant le pardon du grand-père de notre garçon, disant qu'ils ont failli à leur devoir. Le patron hurle que Zooking a tout gâché à un moment critique, le rendant encore plus furieux. Le majordome demande au maître de se calmer, disant qu'il va tout enquêter et fournir une explication. Avec une main tremblante, l'homme plus âgé semble se détendre un peu, mais il est toujours incroyablement énervé. Le maître dit que la famille Liu vengera la chute de son fils, et qu'il ne pardonnera pas le traître. Le serviteur remercie le patron et promet qu'il fera tout pour découvrir qui est derrière l'attaque. Juste à ce moment, une femme ouvre la porte et appelle le majordome, qui est toujours agenouillé sur le sol. La mère de notre garçon se plaint que le bébé a plus faim qu'avant et qu'elle avait prévu de faire du shopping. Grand-père rit et dit qu'il est normal qu'il mange plus puisqu'il est un garçon en pleine croissance. Il continue, disant que le petit garçon est l'espoir pour l'avenir des deux familles. Grand-père mentionne alors que quelques familles ont demandé à organiser un mariage pour l'enfant. La mère est surprise de se demander comment son fils est déjà si populaire auprès des autres familles. Grand-père explique que la réputation du garçon s'est répandue et qu'il doit régler cette affaire dès que possible. Le personnage principal est choqué de se demander quel genre de plan de mariage bizarre c'est. Les deux filles surprennent la conversation et sont stupéfaites par la nouvelle des fiançailles de leur frère. Notre petit gars ferme les yeux et hoche la tête, confirmant que ce qu'ils ont entendu est vrai. Les sœurs ne semblent pas très contentes de la nouvelle de ses fiançailles. La fille aux cheveux blancs demande s'il va épouser les descendants de ces méchants. Notre garçon sourit et dit qu'il ne les abandonnerait jamais, et qu'il ne veut pas de ces morveux gâtés de toute façon. Les filles sourient, soulagées et heureuses d'entendre sa promesse. Dehors, des familles nobles arrivent au manoir, apportant des cadeaux pour les fiançailles. Le majordome organise les préparatifs, donnant des ordres pour s'assurer que tout est parfait pour l'événement. La mère du personnage principal se plaint à grand-père, disant que le majordome aurait pu tout gérer lui-même. Le grand-père dit que son propre fils inutile ne peut pas gérer ses affaires, elle doit donc apprendre à être la matriarche. À ce moment, une servante se précipite dans le couloir vers le majordome. La jeune femme s'approche du serviteur et lui chuchote à l'oreille. Le majordome se précipite vers son grand-père, qui est assis. Le serviteur se penche alors et chuchote à l'oreille du patron ce qu'il vient de découvrir. L'expression de grand-père devient sérieuse et pensive. Il se lève ensuite et invite sa belle-fille à entrer et à se joindre à la réunion de fiançailles. La femme entre en tenant notre garçon dans ses bras. Le majordome annonce qu'une lettre scellée du deuxième jeune maître est arrivée directement de la capitale impériale. Avec un regard sérieux sur son visage, le grand-père du MC prend la correspondance. Il tend ensuite la lettre à la maman de notre protagoniste qui le tient sur ses genoux. Notre héros pense que les lettres scellées sont la façon dont les familles nobles transmettent des informations importantes. Il tend alors la main vers la lettre, faisant de petits bruits de bébé. Il comprend que les hauts placés veulent faire un geste envers la famille Ling, mais notre petit gars s'en fiche. Il se jette sur sa maman, prêt pour plus de lait. Elle le gronde, lui disant de manger plus lentement alors qu'elle le serre fort. L'aîné ignore la scène et demande à sa belle-fille son avis sur le contenu de la lettre. Elle se demande pourquoi les hauts placés s'intéressent soudainement à la famille Ling, surtout depuis qu'ils sont déjà en déclin. Le chef de famille se contente de sourire, disant qu'ils ont fait une erreur, et maintenant leurs affaires sont mûres pour la cueillette. Il ordonne ensuite que la réception de la proposition de mariage de la famille Ling ne revienne pas. Nous voyons notre jeune homme donner son biberon à sa sœur rousse. Juste à ce moment, son autre sœur entre dans la pièce en les appelant tous les deux. Surpris, le biberon s'envole en éclaboussant de lait toute la sœur aux cheveux roux. Il enfonce rapidement le biberon dans la bouche de son autre sœur. Il demande alors pourquoi elle est si excitée et lui dit de boire du lait pour se remettre. La sœur boit avec un regard satisfait sur son visage. Elle rend alors le biberon à son frère, disant qu'elle a vu Samson. Le protagoniste est choqué et demande où elle est. La sœur répond qu'elle est à la fête de demande en mariage de la famille Ling. Puis, dans un flashback, la sœur aînée, qui servait à l'événement, remarque que la famille Ling vient d'arriver. Elle voit leur carrosse arriver et l'une des filles se prépare à servir. La jeune Samson est à l'intérieur du carrosse, portant une robe de servante. Le protagoniste est stupéfait quand il entend le nom de la famille Ling. Voyant la réaction de leur frère, les deux filles lui demandent ce qui ne va pas. Notre héros dit avec colère que la famille Liu va écraser la famille Ling. Il leur crie frénétiquement de trouver un moyen de faire sortir sans un de là. Il essaie de s'enfuir, mais sa mère apparaît soudainement et lui barre le chemin. Avec une expression sévère, sa mère lui demande où il pense aller encore. Sa mère le prend dans ses bras, disant qu'il ne peut pas s'enfuir parce que son grand-père a ordonné qu'il soit amené à la réunion. Sur ce, elle l'emporte tandis que ses sœurs regardent, extrêmement inquiètes. La rousse demande ce qu'elle devrait faire, et la sœur aux cheveux blancs dit qu'elles doivent d'abord élaborer un plan. À ce moment, une autre servante se présente et leur demande d'aider le majordome avec les préparatifs.
Les deux jeunes femmes sont d'accord, même si elles sont toujours sur les nerfs. Dans le hall, le grand-père remercie les familles et annonce que seules 3 jeunes femmes sont compatibles avec son petit-fils. Les 3 représentants de la famille s'inclinent, honorés par l'opportunité d'une union. L'aîné déclare que la compétence est essentielle, et le gagnant d'un test spécial épousera le garçon. Notre héros est confus et n'a aucune idée de ce qu'est ce test de compétence. Nous voyons ensuite les 3 familles choisies pour le test, Yi, Nangong et la famille Ling. Le grand-père grommelle que la famille Ling a envoyé la fille d'une concubine à l'événement. Avec de la fureur dans les yeux, il pense qu'il ne l'a permis que pour détourner leur attention. Le protagoniste s'inquiète, pensant qu'il ne peut compter que sur ses 2 sœurs maintenant. Il enfouit alors son visage dans sa mère, ce qui l'agace vraiment. Elle lui crie dessus, mais notre jeune homme pense juste qu'il boit du lait pour se calmer. Le grand-père rit, lui disant de le laisser boire plus puisque son développement est inhabituel. Il ajoute que lorsque le MC grandira et sera testé dans la capitale, elle en aura tout le mérite. Épuisée, la mère se plaint qu'il est un petit fauteur de troubles sans fond qui ne sait que boire. Ailleurs, le majordome entre dans une pièce où le chef de famille est assis seul. Le serviteur l'informe ensuite que la fille Ling périra dans le test, et que tout leur groupe sera éliminé. Avec un regard satisfait, le chef de famille dit que le plan est tout simplement excellent. En entendant le complot sinistre, notre héros panique complètement, pensant à sa sœur, Sanzin. La sœur aux cheveux blancs, main white, se précipite dans le hall du manoir avec un plateau de fruits. La sœur à tête blonde se dépêche également, se plaignant qu'elle est trop occupée et n'a aucun moyen de s'échapper. Et ainsi, les 2 sœurs se précipitent dans le hall, remplissant leurs fonctions. Elles se regardent ensuite, extrêmement inquiètes, se demandant ce qu'elles vont faire maintenant. La scène se déplace ensuite vers l'arène privée de la famille Liu, qui ressemble à un immense colisée. Le grand-père, la mère tenant notre jeune homme, et le majordome sont tous assis dans une loge privée, regardant tout. Le majordome annonce ensuite que le test est sur le point de commencer et appelle la jeune femme de la famille Nangong. De leur siège, ils regardent la première candidate entrer dans l'immense arène. Nous voyons la jeune femme de la famille Nangong dans sa robe gothique à l'entrée de l'arène. Le grand-père du protagoniste loue la concurrente, disant qu'elle est belle et compétente au combat. Cependant, la mère de notre héros ne semble pas du tout impressionnée par l'apparence de la fille. L'aîné dit que toutes les jeunes filles nobles ne grandissent pas pour devenir un prix comme elle. Elle est d'accord, ajoutant qu'une belle fille devrait être quelqu'un qui peut partager leur fardeau à l'avenir. Le majordome appelle ensuite la deuxième jeune femme, de la famille YE, à se présenter dans l'arène. À ce moment, une main se lève et une voix répond avec empressement à l'appel. Juste après, une fille blonde dans une robe lowlighter court avec enthousiasme vers le centre de l'arène. Elle s'approche ensuite de l'autre concurrente avec un grand sourire sur son visage. Elle s'incline devant la famille et se présente officiellement comme Yi Yuanchuan. Voyant cela, la mère du protagoniste remarque que la jeune femme sait certainement comment jouer le rôle pour gagner la faveur. Le majordome annonce ensuite la 3e fille de la famille Ling, nommée Ling Piao Piao. Une fille aux cheveux courts et aux vêtements simples commence à marcher vers l'arène. Elle entre calmement dans la zone, ayant l'air très différente des 2 autres concurrentes. Sur ce, les 3 candidates sont finalement réunies dans la grande arène de combat. Le grand-père et la mère de notre héros regardent les 3 filles avec des expressions sérieuses. Notre héros se demande si c'est la personne avec qui Sansan était et comment elle a fini ici. Dans l'arène, les 3 jeunes femmes se font face, prêtes à commencer le test de compétence. La fille aux cheveux courts attire ensuite l'attention des 2 autres avec un simple « E ». En réponse, la blonde la pointe du doigt avec colère, lui demandant si c'est une façon d'agir pour une noble dame. Suspendue la tête en bas, notre MC semble assez stressé par toute cette situation bizarre. Ensuite, nous voyons la fille aux cheveux courts le tenir par le pied, comme si de rien n'était. Avec un sourire, elle l'appelle chérie et dit qu'elle sera sous ses soins à partir de maintenant. Notre gars panique et lui crie de le lâcher tout de suite. À ce moment, ses 3 sœurs se présentent, criant à la fille de lâcher notre MC. Les 3 sœurs pointent du doigt la fille, leur visage rempli de rage pure. La plus jeune se rappelle alors joyeusement le nom de son frère, ainsi que les 2 autres. Voyant tout cela, notre protagoniste se demande comment les choses ont pu si mal tourner. Revenant quelques heures en arrière, nous voyons l'arène de la famille Liu où se déroulait le test de compétence. Là, la fille aux cheveux violets affronte un sanglier démoniaque qui charge sur elle à toute vitesse. La jeune femme prépare alors son épée qui commence à briller. Elle serre fermement la poignée de l'arme, se préparant à frapper la bête devant elle. D'un seul coup, la fille fend facilement le monstre en 2. Après la bataille, elle se tient dans l'arène avec les restes de la créature derrière elle. Le grand-père remarque alors qu'elle est plutôt douée, d'autant plus qu'elle n'a pas eu d'éveil divin et qu'elle utilise juste l'épée de la famille. Notre gars réfléchit à la force de la fille et à la façon dont elle se bat pour un mariage arrangé. Sur ce, le 2e tour commence et la représentante de la famille Y entre dans l'arène. La blonde affronte maintenant un sanglier démoniaque encore plus terrifiant que le dernier. Avec un sourire méchant et des yeux brillants, elle dit à la bête d'aller dans un endroit meilleur. Son pouvoir attaque directement le cerveau de la créature avec une étrange énergie rose. La bête est désorientée par l'attaque et commence à courir en cercle autour de l'arène. Influencé par le pouvoir, l'animal s'enfuit sauvagement loin de la concurrente blonde.
Il finit par s'écraser de toutes ses forces contre le mur de l'arène avec une puissance énorme. L'impact est si brutal que la créature est éliminée instantanément. Le corps de la bête gît alors sans vie sur le sol de l'arène. Notre héros et ses sœurs regardent tout cela, complètement époustouflés par le pouvoir de la fille. La concurrente salue ensuite la foule et annonce qu'elle a réussi le défi. La mère du MC demande ensuite au majordome quelle était cette étrange puissance. Il explique qu'il s'agit de l'éveil divin de sa famille, un type d'interférence mentale. Cela inquiète la femme, qui pense que la fille manipulera toute la famille à l'avenir. Le grand-père dit que ce n'est pas un problème, tant qu'un éveil divin est d'un niveau supérieur. Notre héros pense à la façon dont le lait de sa mère augmente sa puissance et s'interroge sur les secrets que ces familles nobles cachent. Peu de temps après, le prochain participant de la famille Ling est annoncé et entre dans l'arène. La jeune fille aux cheveux violets regarde le nouveau concurrent entrer dans l'arène avec une expression sérieuse. La blonde se moque de son adversaire, disant que la famille Ling a dû racler les fonds de tiroir. À cela, la mère du MC se met en colère et traite la concurrente blonde de petite peste impolie. Les sœurs du petit gars sont très inquiètes quand elles voient qui est avec la famille Ling. Elles regardent d'en haut, des expressions nerveuses sur leur visage. Ensuite, nous voyons que leur plus jeune sœur est habillée en servante parmi le groupe Ling. Le protagoniste panique parce qu'il sait que si la concurrente Ling échoue, sa sœur tombera avec elle. La jeune fille aux cheveux courts fait maintenant face à un sanglier démoniaque géant dans l'arène de combat. Notre jeune homme est choqué et se demande si le simple fait de rester là est tout ce qu'elle va faire. Le grand-père et le majordome échangent des regards espiègles, comme s'ils avaient un plan sinistre en tête. L'énorme monstre se prépare à attaquer la jeune fille pendant que la famille regarde depuis sa loge de luxe. La mère de notre gars a peur, réalisant que le plan était que la bête élimine la concurrente. Le grand-père explique que pour éliminer une cible, il faut faire en sorte que la compétition ressemble à un accident. Sur ce, il pointe l'arène, disant à sa belle-fille de simplement regarder ce qui se passe. La bête charge à toute vitesse dans la direction de la jeune fille, mais elle reste complètement immobile. Puis, avec un sourire suffisant, la concurrente se demande si c'est tout ce que la bête a à offrir. Le monstre saute pour attaquer, mais elle conjure une magie défensive bleue pour bloquer l'assaut, arrêtant l'attaque de la bête avec un seul doigt. À ce moment, elle utilise son pouvoir et assène un coup de poing avec une aura bleue directement sur le monstre. La jeune fille fixe la bête avec un regard plein de détermination. La créature rugit alors de douleur alors qu'une énergie ardente commence à jaillir de son corps. L'animal est complètement englouti par les flammes alors que la concurrente recule. Le grand-père et le majordome sont stupéfaits par la scène qu'ils viennent de voir dans l'arène. La bête commence à briller et évolue en un roi sanglier mutant de rancé. Le grand-père semble comprendre la situation tandis que le reste de la famille se contente de regarder. La blonde rit, satisfaite qu'avec l'évolution du monstre, elle est un rival de moins. Mais la jeune fille aux cheveux violets a l'air pensive, observant tout avec une expression très sérieuse. Voyant la situation, notre protagoniste et ses sœurs sont dans une panique totale. Notre héros pense que pour éviter d'être découvert, il devra utiliser son mouvement secret. Sur ce, il commence à se nourrir de sa mère, qui se plaint de son timing terrible. Juste après, il recrache tout le lait qu'il venait de boire. Furieuse, sa mère le repousse et lui crie dessus pour avoir encore craché partout sur elle. Le liquide traverse l'arène et attire l'attention du monstre en bas. La créature sent alors l'essence et s'y intéresse immédiatement. Ce sanglier géant se précipite vers la femme, entouré d'une énergie rose. Sa mère est complètement choquée et n'a aucune idée de ce qui se passe encore. Elle se prépare à lancer le MC, et les deux sœurs se préparent à combattre la bête qui approche. Mais la jeune fille maigre dit de lui laisser faire alors qu'une étrange puissance se forme dans sa main. Utilisant son pouvoir, elle invoque plusieurs épines qui jaillissent du sol à grande vitesse. Les épines s'enroulent alors autour du corps du sanglier, l'immobilisant complètement. Le grand-père et le majordome regardent tout cela avec des expressions surprises sur leur visage. La mère est également stupéfaite et se demande quel genre d'éveil divin à base de bois c'est. Le grand-père dit que c'est intéressant, mais toujours pas aussi bon que ses petits-fils, bien qu'ils reconnaissent le pouvoir de la jeune fille. La jeune concurrente regarde alors sa main, maintenant couverte d'épines rouges, et se demande comment s'appelle ce pouvoir. La jeune fille aux cheveux violets semble également surprise de voir la capacité de son adversaire. Quant à la blonde, elle est dégoûtée et dit qu'il n'y a aucune chance qu'elle veuille être enveloppée là-dedans. Le grand-père explique que cette capacité peut vaincre des créatures de rang supérieur en drainant leur essence. Le pouvoir draine toute la vie du sanglier, le transformant en squelette. Le majordome demande quoi en faire, mais le chef de famille dit qu'il a une meilleure idée. Il regarde ensuite son petit-fils, qui est dans les bras de sa mère avec ses deux sœurs. Son plan est de faire de la jeune fille la mariée de son petit-fils, afin de mettre la main sur le journal de la famille Ling. Sa petite sœur crie pour qu'elle lâche notre héros. Sa sœur aux cheveux demande à la plus jeune comment elle a fini avec la chasseuse. Sansan a l'air sur le point de pleurer et ne peut pas répondre. À cause de cela, la rousse commence à gronder la petite pour avoir disparu. La petite sent les légères tapes qu'elle a reçues de sa sœur aînée. Notre protagoniste les interrompt alors, disant que ce n'est pas le moment, que la famille Redensling est sur le point d'être complètement anéantie. La chasseuse répond avec un sourire, disant qu'elle le savait déjà. Notre garçon et ses sœurs sont stupéfaits.
La jeune fille de la famille Tang dit qu'elle n'a pas beaucoup de temps et qu'elle a besoin de leur dire quelque chose d'important. Ils écoutent tous attentivement. Elle demande s'ils ont déjà éveillé leur système. Le protagoniste et ses sœurs sont figés par la question. Mais ils hochent tous la tête confirmant. Elle explique qu'ils ont dû acquérir des pouvoirs et des capacités étranges. Sa future femme sourit et demande s'ils croient vraiment au miracle. D'une manière mignonne, ils hochent tous la tête en signe de non. La future femme serre dans ses bras le petit Sanzin et dit que chaque miracle a un prix terrible. Les Tréoïnes sont sous le choc. La petite Sansan se blottit contre la chasseuse. Notre personnage principal demande alors ce qu'elle veut dire. La jeune femme révèle que la petite fille a perdu ses frères et sœurs bien-aimés et qu'elle a été laissée toute seule. En un éclair, la petite Sansan voit ses sœurs se faire enlever. Toute seule, elle découvre que son éveil divin est le pouvoir de voler des capacités. Grâce à cela, elle pouvait voler l'éveil divin et les compétences d'autres personnes. Et ainsi, dans ce monde chaotique, elle est devenue une méchante redoutée de tous. Mais à la fin, elle a trouvé un moyen de retourner dans le passé, abandonnant tout son pouvoir, juste pour revenir et sauver les personnes qu'elle aimait le plus. MC est choquée et demande si la petite Sansan est vraiment née de nouveau. La petite fille hoche simplement la tête timidement. La chasseuse rit et dit que la petite fille est un démon impitoyable. Sansan, dans sa vie passée en tant que puissante méchante, était crainte de tous. La jeune femme dit que l'interface du système est une projection mentale de Sanzon. Les trois frères et sœurs regardent les écrans de leur système, essayant de comprendre. Elle continue, expliquant que chaque fois qu'ils utilisent le système, cela draine le pouvoir de Sanzon. Alors qu'elle dit cela, une petite Sanzon assise dégage une aura. Les capacités d'éveil divin qui leur sont données sont le résultat de ses recherches. Dans sa vie passée, elle a subi des activations divines presque fatales pour y parvenir. Notre héros s'interroge ensuite sur son éveil divin et sur la façon dont elle l'a obtenu. La jeune femme explique que Sansan a sacrifié son pouvoir pour le sauver du danger. Pour ce faire, elle a infiltré le cercle intérieur de la capitale et a vaincu le chef de la famille Mu. Elle a dû se battre et traverser de nombreuses épreuves pour obtenir ce pouvoir. Avec cette révélation, ils courent tous vers Sanzin. Ils entraînent tous la petite Sanzin dans un câlin collectif. Tous blottis les uns contre les autres, ils deviennent émotifs dans une scène magnifique et douce. La petite Sanzan pleure de bonheur d'être à nouveau avec ses frères et sœurs. Nous voyons un bar d'allure louche alors qu'un air étrange se fait entendre. À l'intérieur du bar, il y a une fille blonde qui fait de la pole dance. Juste à ce moment-là, un blond apparaît et essaie de la draguer. La fille aux yeux hétérochromes remercie le type, en l'appelant Oni. Soudain, la femme balance sa jambe près du visage du blond. Sans hésiter, le type renifle son pied, pensant que c'est incroyable. Juste après, un type aux cheveux verts arrive et demande si Blondie a perdu la tête. Il devient alors sérieux et se rend compte que quelque chose ne va pas chez lui. À ce moment, le type commence à avoir le vertige. Le duo révèle alors leurs véritables intentions avec un sourire maléfique. Le blond les supplie de ne rien lui faire. Dans un sous-sol, nous voyons Blondie ligoter pendant que la femme d'avant le tourmente. Dem prend une pose intimidante et sourit au type ligoté. Un majordome mystérieux apparaît et dit qu'il ferait mieux de tout révéler sans cacher aucun détail. Le majordome prend un visage intimidant. Le blond implore pour sa vie et explique que sa mission était d'arrêter une vague de bêtes. Le vieil homme lui dit de continuer à parler. Le type dit qu'après avoir vaincu les bêtes, il a reçu de l'argent. Le vieil homme se met en colère et dit qu'il n'aurait pas dû s'en prendre à son fils. Désespéré, le blond dit que ce n'était pas lui, mais trois personnes masquées. Le vieil homme devient curieux et demande qui ils étaient, d'où ils venaient et quels étaient leurs noms. Le type dit qu'il ne sait pas car il était loin et n'a vu que 2 filles et un enfant. Le vieil homme est choqué d'apprendre qu'il s'agissait de 2 filles et d'un enfant. Il demande alors dans quelle équipe le type est et qui est son capitaine. Le vieil homme en costume est surpris d'apprendre qu'il fait partie de l'équipe de la Grenade Rouge. Avec cette information, il se souvient d'un portail avec des créatures très puissantes. L'homme se tourne alors et dit à la femme d'avant de s'occuper d'eux. Le prisonnier hurle de désespoir, disant qu'il a rompu sa promesse de le laisser partir. Impitoyablement, le blond reçoit une claque au visage avec une chaussure à plateforme. La femme garde alors son pied sur son visage. Le vieil homme dit qu'il a promis de ne pas le tourmenter, mais qu'il devait faire de lui un exemple. Il se tourne et quitte le sous-sol. En un instant, il apparaît au sommet d'un immeuble au milieu de la nuit. L'homme traverse le toit. Il regarde vers le bas, voyant des fissures sur le sol. Le vieil homme s'accroupit et commence à analyser les fissures. Il passe sa main sur l'endroit. Soudain, le sol commence à briller d'une énergie étrange. Il se rend dans une autre partie du bâtiment pour vérifier. Après l'avoir analysé, il arrive à une conclusion. Nous voyons un flashback de lui tenant la petite sœur du protagoniste alors qu'elle était blessée. Il pense alors que c'est important et qu'il doit confirmer sa théorie.